Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision Info TV. Nous sommes le 20 octobre 2025 et selon les informations rendues publiques par les instances compétentes, les résultats de la présidentielle 12 octobre dernier pourraient être connus au plus tard jeudi prochain. Le contentieux s'ouvre mercredi et s'achève jeudi. On saura qui est élu président de la République du Cameroun à l'issue d'une course qui a vu aligner une douzaine de candidats. La Commission nationale de recensement des votes a bouclé ses travaux très tôt ce matin. Copie va être transmise au Conseil constitutionnel pour la suite de l'affaire. Et l'affaire va se boucler avec cette proclamation des résultats. Sauf que entre-temps, sur les réseaux sociaux, se poursuit le bal et la bataille des chiffres et des déclarations. Les informations, entre guillemets, fusent de partout. Certains annoncent même des célébrations dès ce soir avant proclamation des résultats. Mais autour de tout cela, il y a des décisions importantes qui sont prises dans la gestion de la communication, notamment du côté du FSNC, où Issa Chiroma Bakari a mis un peu de l'ordre dans la communication, interdisant toute intervention, toute autre personne que le chef de la campagne électorale. Les autres sont exclus du champ de communication au nom de Issa Chiroma Bakari ou du FSNC. Ce qui nous amène ce soir à interroger le rôle des communicants pendant cette période électorale, mais également des intellectuels à travers leurs écrits, leurs sorties et prestations médiatiques. Quel rôle pour ces communicants et intellectuels dans la construction et la compréhension du processus électoral? On va le voir avec nos invités. Il s'agira d'acteurs politiques, acteurs de la société civile et autres invités pour parler de ces sujets relatifs à cette élection présidentielle. Accueillons Jacques Léonce Awono. Il est juriste, c'est un habitué entre guillemets de ce plateau. Il nous a fait quelques infidélités, mais il est là. Jacques Léonce, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux co-discutants du soir. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info Télévision. C'est un plaisir d'être là. C'est vrai que des infidélités, c'est des deux côtés. Donc, j'ai eu la chance de prendre la parole en premier. Donc, je suis heureux d'être là. Merci de m'avoir convié à la réflexion du grand soir de ce soir. Alors, comment est-ce que le juriste regarde le processus électoral comme simple citoyen, électeur ou avec un regard vraiment de juriste? D'abord, comme simple citoyen, j'observe que le processus s'est déroulé tant bien que mal. Je crois que de la période post, de la période pendant, de la période d'après qu'on envisage déjà, je crois que jusqu'ici, on peut avoir quelques satisfactions, même si je préfère voir le verre à moitié plein, parce que il y a beaucoup d'insatisfaction de certains côtés. Et de l'autre côté, il y a certaines personnes, comme vous l'avez dit, qui commencent déjà à jubiler. Pourtant, il n'est pas encore question de jubiler. Et donc, comme simple citoyen, il y a quelques regrets, parce qu'on peut mieux faire que ça. Maintenant, comme juriste, je crois que il y a aussi beaucoup d'insatisfaction, tant sur le texte lui-même qui organise l'élection présidentielle au Cameroun. Je crois que, je l'ai souvent dit, toutes les lois ne sont pas bonnes. L'apartheid avait une loi en Afrique du Sud, c'était pas une bonne loi. Mais c'était une loi. C'était une loi, mais c'était pas une bonne loi. Ce code électoral, pour moi, il est très mauvais. C'est un code électoral, pour moi, qui est chrysogène, parce que on ne peut pas imaginer quand même qu'en 2025, qu'on attende 2 semaines pour proclamer les résultats d'une élection présidentielle. Et pourtant, à côté du Nigeria, qui est 3 fois plus grand que le Cameroun, après 24 heures, c'est connu. Au Gabon, à côté, on a connu ça après 24 heures. Donc, je crois que c'est regrettable pour moi, en tant que juriste, d'avoir encore des textes anachroniques comme ça, en vigueur, qui organisent malheureusement la vie de notre... Parce que lorsqu'on élit un président de la République, c'est quand même... Il se joue les enjeux d'une nation, là. Et je crois qu'on peut mieux faire. Et ce code électoral mérite d'être parfait. Donc, je crois que il y a beaucoup d'insatisfaction sur le plan du droit. D'accord. Mais on garde le verre à moitié plein. À moitié plein. Oui. Merci. Franklin Sambou, il est enseignant, il est acteur de la société civile. C'est un habitué de ces plateaux et de ce plateau, naturellement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Merci de m'avoir convié à ce débat.
C'est toujours un plaisir de se retrouver sur le plateau du Grand Soir, parce que c'est une vitrine qui est regardée à travers le monde. Bonsoir aux millions de téléspectateurs, non seulement d'Info TV, mais particulièrement du Grand Soir. Bonsoir aux co-discutants. Et merci une fois de plus d'être là parmi ceux-là qui vont disséquer l'actualité à quelques heures ou quelques jours de la publication des résultats tant attendus au Cameroun. Vous êtes enseignant. Vous savez comment on attend les résultats dans le monde de l'enseignant. Vous ressentez la même chose? Bien évidemment. Dans le jour des résultats? Oui, bien évidemment, en tant qu'enseignant, on ne peut ne pas ressentir. Parce qu'actuellement, si je sortais même comme ça de l'établissement, certains demandaient, comme on annonce jeudi la publication, est-ce qu'il faut venir au travail? Est-ce qu'il faut rester à la maison, suivre les résultats? Parce que les résultats semblent être teintés de beaucoup de pression de part et d'autre. Parce que quand on voit les grands carrefours, il y a des forces de sécurité qui sont un peu campées de partout. Si bien que certains, à un moment donné, craignent si il faudrait que le résultat les trouve plutôt à la maison, de trouver chez eux. Mais on dit non, il n'y a pas de souci. Toutes les mesures de sécurité sont mises en place pour que les citoyens vaquent normalement. Mais la première sécurité, Franklin, c'est de se dire que ce n'est qu'un jeu normal, c'est une élection. Et qu'au terme d'une élection, il faut bien que les résultats soient connus. Et que celui qui va être élu est un Camerounais comme nous tous, qui aura la charge de diriger le Cameroun. Bien évidemment. Donc il faut que les gens conçoivent ça dans leur esprit. Même comme dès le lendemain des élections, de part et d'autre, chaque camp se présentait déjà comme gagnant. Donc, mais la seule personne qui prononce le vainqueur, c'est le Conseil constitutionnel qui est un peu comme l'arbitre au cours du rencontre de 90 minutes, voire 120 minutes, pour prononcer que tel but est validé ou pas. Même si après la VAR doit intervenir, c'est l'arbitre qui décide de ce que la VAR a validé. D'accord. Tout à l'heure, Jacques Léon se parlait du verre à moitié plein, le regard qu'il a sur le processus électoral rendu à l'étape actuelle, c'est-à-dire la fin des travaux de la commission de recensement des votes. Oui, c'est vrai, verre à moitié plein, il soulignait que le processus doit être revu. Mais en réalité, tous ceux qui sont engagés dans la compétition connaissent très bien tous les enjeux, tout ce qu'il y a, comment ça devait commencer, comment ça devait terminer. C'est après 15 jours que le Conseil constitutionnel doit prononcer qui est gagnant. C'est connu. C'est vrai, on doit décrier cela, mais pour le moment, on doit faire avec ce qui se présente. On doit faire avec. On doit faire avec. La loi ne permet pas à un candidat de s'auto-proclamer. On peut donner les tendances, mais de s'auto-proclamer, ce n'est pas. La loi ne le permet pas. Il revient au Conseil constitutionnel de prononcer qui est le véritable vainqueur de l'élection présidentielle. Jacques Léon est dans on peut faire mieux. Est-ce que vous êtes dans on peut faire mieux ou on doit faire mieux en termes d'organisation, notamment la proclamation des résultats quelques heures après la clôture des bureaux de vote? On peut faire mieux pour la prochaine élection présidentielle de 2032. Mais pour le moment, les règles sont déjà là. On ne peut pas changer en cours de jeu. On ne peut pas engager un match de football et puis du coup on dit maintenant c'est 35 minutes fois 2. Les règles savent que c'est 45 minutes fois 2. Prochainement, peut-être que ça soit le PCRN, le RDPC, le SDF ou alors le FNC qui demain est déclaré vainqueur. Chacun verra ce qu'il peut apporter comme changement au niveau du processus électoral. Mais pour le moment, on ne peut pas. On va critiquer, c'est beau. On parlerait même encore d'une élection à 2 tours. Pourquoi pas une élection à 2 tours comme partout ailleurs? Mais pour le moment, on doit s'accommoder à ce qui est. Donc, verre à moitié plein ou presque plein? Ou presque vide? Presque plein. Merci Franklin Accueillon. Saint-Éloi Bidoum, un homme politique qu'on ne présente plus, c'est le directeur de publication. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci pour l'invitation. J'étais déjà ici hier, je suis encore là aujourd'hui. C'est un bon signe. C'est un bon signe, parce que je commençais à me poser beaucoup de questions. Si vous avez bien constaté, je n'ai pas participé à la campagne. Peut-être parce que le CNC vous poursuivait après mes multiples passages avec vous. Il paraît que j'avais été violent vis-à-vis d'une catégorie de personnes. Bon. Non, disons qu'il y avait une réglementation qu'il a fallu respecter
en termes d'émissions, de débats politiques pendant la campagne électorale. On a accepté comme cela, hein, même si on avait à dire, on a encore à dire, mais on a accepté cela comme cela. Vous avez des belles couleurs, des couleurs plutôt joyeuses en cette période électorale. On a l'impression, au regard de ce qui est dit sur les réseaux sociaux, que c'est plutôt la nervosité générale. Non, pas du tout. Il n'y a pas de quoi être nerveux. Le processus électoral a commencé et il a bien commencé puisque tout le monde était d'accord sur l'ensemble de l'organisation des élections. Et il y a même eu un code de bonne conduite qui a été signé par les candidats. Bon, je ne comprends pas. Peut-être qu'il va falloir que je refasse un tour à l'université pour aller apprendre un certain nombre de choses. Mais je me souviens que quand j'étais étudiant en première année, en droit constitutionnel, on m'avait enseigné ce que c'est que l'État. Il y a des éléments constitutifs de l'État. Je ferai abstraction de certains, j'en retiendrai deux. C'est-à-dire la population et les institutions. Les institutions, c'est l'ensemble de règles qui organisent, créent les institutions comme le Conseil constitutionnel et les CAM, en charge de l'organisation des élections. Ce sont des institutions qui ont leur place dans la Constitution, qui est la norme suprême. Alors, j'ai du mal à comprendre comment se fait-il que, au départ, qu'on soit d'accord avec ces institutions, et puis, à l'arrivée, qu'on ne soit pas d'accord. On ne leur accorde même pas le droit d'exister, encore moins de faire ce pourquoi ils ont été créés. Alors, je suis très content, très à l'aise avec le thème de votre débat aujourd'hui, où vous appelez les communicants des différentes parties prenantes et les intellectuels à recadrer, à recentrer le débat, qu'il se fasse là où il doit se faire. C'est-à-dire qu'on n'apporte pas des réponses politiques à des questions purement de droit. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous avons la responsabilité ici de mener la pédagogie des enjeux d'une élection qui se déroule dans la paix, la transparence. Et c'est pour le bien de tout le monde. D'accord. Je vais également vous demander, vous êtes à quel niveau? Du verre à moitié vide, à moitié plein, presque vide ou presque plein? Non, le verre est plein. Il est plein. Le verre est plein dans la mesure où tous les acteurs étaient d'accord au départ. Tous les acteurs étaient au départ. Tous les acteurs ont signé le code de bonne conduite et tous les acteurs devraient respecter les lois qui se sont imposées, c'est-à-dire un code de bonne conduite où aucun candidat n'avait le droit de proclamer les résultats. C'est un délit d'initié. Et si nous sommes dans des procédures contentieuses, nous sommes encore au niveau de l'instruction. Il faut que l'instruction du processus électoral reste secrète et obéisse au nombre de jours qui ont été calés par les lois de la République. On est d'accord que ce sont les lois actuelles, le nombre de jours pour la proclamation des résultats, mais on pourrait également comprendre que certains en sont un peu dérangés, qu'on mette 2 semaines dans un pays comme le Cameroun pour proclamer les résultats. De toutes les façons, dans une élection qui se veut assez disputée, comme celle que nous avons eue en 2025, je crois que on ne peut pas s'en tenir à des statistiques issues des bureaux de vote et qui ont été publiés par ceux qui avaient intérêt et avantage dans ces bureaux de vote-là. Et moi, je vais vous prendre un exemple. Dans mon quartier, dans mon village,
jamais on a perdu une élection à Mélène. Mais le FNNC n'était même pas représenté dans aucun bureau de vote. Je vous parle de 14 bureaux de vote. Il était représenté dans aucun. Le seul parti qui était représenté dans le bureau de vote, c'était le PCRN de Cabral Libye. Issa Chiroma a gagné. Malgré cela, il a gagné. Oui. Alors, je voulais donc comprendre que M. Issa Chiroma n'ait pas couvert les bureaux de vote, qu'il ait gagné, et qu'on dise que ça s'est déroulé dans la transparence. Et quand on dit que M. Biya a gagné dans mon village, à Mobolassi, où il n'y avait même pas un représentant dans notre parti politique, d'un seul. Il n'y avait que le président du bureau de vote et le scrutateur RDPC. Et qu'on vous dise que M. Biya a gagné là-bas, on crie à la fraude. Donc, je voudrais dire que le processus électoral trouve des tâches parce qu'il y a eu un déficit criard de capacité à couvrir les bureaux de vote de tous les partis politiques d'opposition. Vraiment, le déficit est criard. D'accord, mais le verre pour vous, malgré cela, il est plein. Malgré cela, il est plein. Oui, je suis peut-être d'accord à cette heure d'Ivoire avec le grand frère lorsqu'il dit que le verre est plein. Mais quand même, moi je dis, je continue, j'insiste, le verre est à moitié vide. Parce qu'en réalité, à moitié plein, vous l'avez dit. À moitié plein. Oui. Parce qu'il a dit, il y a des institutions. J'ai commencé à dire ici que toutes les lois ne sont pas bonnes. Même si elles sont des lois et qu'elles s'appliquent. Tout ce qui est licite n'est pas juste. Nous avons, par exemple, une caisse d'enregistrement qui est le Conseil constitutionnel, qui devrait logiquement être une cour constitutionnelle. Parce que le Conseil ne prend pas de jugement. Il ne rend que des décisions. Et pourtant, nous devrions être dans un pays où on doit avoir affaire au jugement. Il y a un souci. Voilà pourquoi j'estime qu'on peut mieux faire. Vous avez parlé des représentations dans les bureaux de vote. Problème sémantique, monsieur. Dans les bureaux de vote. Non, c'est pas seulement sémantique. Entre cours et conseil. Non, il y a vraiment. On parle de décision et jugement. C'est deux choses bien différentes. Donc, vous avez parlé de représentation dans les bureaux de vote. L'article 58 du code électoral demande au président du conseil communal, le conseil local de vote, de désigner. Lorsque le parti lui-même ne le fait pas, il doit désigner un représentant pour chaque parti. Dans chaque bureau de vote. C'est un devoir. Le code, l'article dit doit. Le président de la commission locale de vote doit désigner. C'est un devoir. Mais là, il ne va pas contraindre. S'il n'y a pas de volontaire, il ne fera pas la majorité. Mais l'article dit doit. Oui, mais c'est un devoir. D'accord, lui il désigne, mais personne. Vous admettez donc qu'il peut désigner les membres d'un autre parti politique pour représenter un autre parti politique. Si vous prenez ça sur le verbe doit, parce que le verbe doit au présent, en droit, c'est l'impératif. Est-ce que ce n'est pas... C'est vrai que la loi le dit, mais il y a également un risque derrière. Oui, qu'on se retrouve qu'avec les représentants d'un seul parti, qui représentent l'opposition, et ici, tous les PV, donc il y a également un risque derrière tout cela. Hubert Volo, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir aux co-discutants. Il pleut des cornes là. Ah oui, c'est de manière éclatée. Quand on arrive vers Foulane, on voit que c'est plutôt timide, mais quand on vient de l'autre côté de là-bas, il faut avoir du courage pour se déplacer. Et là, ce courage, j'ai pu l'avoir pour, n'est-ce pas, honorer à l'invitation. Bravo et merci. Actuellement, il pleut des cordes à Ifoulane. Je crois que vous êtes venu avec la pluie de Hala pour Ifoulane. Nous parlons de ce processus qui est rendu à cette étape, c'est-à-dire que la commission nationale de recensement des votes a bouclé son travail. Le tour maintenant est celui du Conseil constitutionnel. Rendu à cette étape, vous voyez le verre comment? N'étant pas au niveau de la Commission nationale de recensement, il est difficile que je m'explique, ou alors que je m'exprime. Mais dans les éléments qui ont précédé, j'ai fait la phase de pré-campagne, j'ai fait la campagne et j'ai même fait la phase électorale. Je vous ai dit il y a peu que je représentais un parti dans un bureau de vote. Donc il y a les éléments de terrain que j'ai vécu moi-même et également des éléments qui m'ont été transmis. Et puis je suis d'accord qu'il y a des éléments également comme tels que
ce que disait M. Saint-Éloi Bidoum, notamment en termes de présence et en termes d'absence. Ce que l'on peut dire, c'est que justement au niveau des bureaux de vote, les Camerounais se sont exprimés. Et même les représentants de l'administration... Il y a quand même des taux d'abstention considérables. Oui, ça c'est clair. Mais j'ai envie de vous rappeler également, chose vécue dans le bureau de vote où j'étais représentant du PCRN, 196 personnes inscrites, 76 votants. Comment? Le taux d'abstention est élevé. Très élevé. Et petite analyse, puisque là je suis dans mon village, donc je connaissais quasiment tous ceux qui étaient inscrits. J'ai relevé dans ce bureau de vote qu'il y avait des personnes décédées à 10 ans, des mamans, des obsèques auxquelles j'ai pris part, les membres de ma famille. Mais qui restaient inscrits. Oui. Question de toilettage. Oui, une maman qui est décédée en 2015. Oui, elle est toujours là. Il y a eu l'élection de 2018, il y a eu celle de 2020. Il y en a plein comme ça, beaucoup de décédés. J'ai vu également qu'il y a plein de personnes qui étaient inscrites dans la localité en 2020, mais qui n'ont pas, qui sont déplacés et qui sont installés ailleurs. Est-ce que c'est l'ignorance de la loi? Et j'ai essayé de recouper une ou deux informations appelant certains pour leur demander est-ce que tu as voté? Et la personne me dit elle s'est rendue dans un bureau de vote dans son quartier, pensant qu'elle devait voter là-bas, on lui a dit qu'il n'y avait pas son nom. Donc il y a une question d'information en matière électorale. Dire aux gens que quand tu étais inscrit dans un bureau à Yaoundé en 2020, que désormais tu habites, c'est pas trop, en Konsamba, pour pouvoir voter en Konsamba, il faut faire un transfert. Tout au moins, tu te réinscris de telle enseigne que ce soit la dernière inscription qui soit prise en compte. Maintenant, pour parler du sujet, ce que j'ai comme information, c'est que au niveau, si au niveau des bureaux de vote, ça s'est bien passé, parce que l'information que donne M. Saint-Éloi Bidoum, notamment relative au fait que dans certains bureaux de vote, il n'y avait même pas de représentants, notamment des partis de l'opposition, mais que le résultat n'a pas changé, notamment dans la zone de Yaoundé. C'est déjà un ami qui me dit qu'il a voté dans un bureau, il n'y avait pas de représentant. Mais lors du dépouillement, à 18h, le RDPC a eu 26 voix, pendant que Issa Chiroma avait 96. Voilà, ça c'est une information. Alors qu'il n'avait pas de... Il n'avait pas de représentant. Ça veut dire qu'on peut, dans cette élection, reconnaître qu'au niveau des bureaux de vote, si je m'appuie sur ces éléments, au niveau des commissions locales, notamment des bureaux de vote, les gens ont fait le boulot. Et que les représentants, que ce soit de l'administration, de l'ECAM, et minimalement les représentants des partis politiques ont essayé de faire le boulot. On peut le reconnaître. Là, c'était justement l'expression du peuple. Mais il semble que, je dis bien il semble, que dès que l'affaire a évolué, au niveau des commissions communales, qui devaient envoyer les données au niveau des commissions départementales, ces commissions qui peuvent être influencées par X, Y en fonction des intérêts, il se dit que c'est à ce niveau que le résultat des bureaux, des commissions locales ou alors des bureaux de vote ne donnant pas satisfaction, il y a certainement, dit-on, eu des manipulations. On reste au conditionnel. Oui, j'ai dit semble, je suis clair sur ce que je dis. Vous allez réagir. Oui. Les éléments donc qui sont partis des commissions départementales, ce sont ces informations qui sont retrouvées au niveau des commissions, de la commission nationale. Naturellement. En réalité. Donc là-bas, ce n'est que le prolongement d'un processus sur la base des informations qui ont été... Pourtant, au niveau départemental, au moins, tous les candidats devraient être représentés. S'ils ne peuvent pas être dans tous les bureaux de vote, mais au niveau de la commission départementale, ils sont censés être représentés. Le seul souci, c'est qu'au niveau départemental, ce sont les informations de la commune qui viennent. Et là, c'est une compilation. Il y a une compilation au niveau communal. Parce que ce n'est pas les PV, à moins que je ne me trompe. Mais quand ça arrive là-bas, il y a déjà eu une modification, ça devient compliqué. C'est pour ça que vous lisez en boucle un certain nombre d'informations disant qu'on ne reconnaît pas telle information. Monsieur, on ne peut pas à ce niveau fonctionner sur la base des suspicions. On ne peut pas fonctionner avec des on-dit. On ne peut pas fonctionner avec des pressions comme j'ai appris que. C'est trop sérieux. Moi, je voudrais vous dire, vous qui êtes du PCR. C'est tellement sérieux que ce problème de la commission nationale, c'est les on-dit, c'est vous. Vous et moi n'étions pas là-bas, monsieur Bidoum. Non, est-ce que je me trompe? Non. Donc, c'est le rapport que vous avez reçu là-bas. Il faut nous faire recommander. Il faut vous servir de votre intelligence et de vos capacités. Vous avez pris l'exemple du bureau de vote dans lequel vous avez voté.
où il y avait un déficit de vote, c'est-à-dire que le taux d'abstention était élevé. Je vais bien. Bon, ce que vous avez relevé, est-ce que vous pensez que c'est de nature à inscrire le vote dans un ensemble d'irrégularités qui peuvent influencer le cours? Je l'ai pas dit. L'abstention n'est pas une irrégularité. Je lui demande donc que le fait que certaines personnes soient à Yaoundé et été inscrites en 2020 là-bas, est-ce que vous pensez que ça peut influencer le cours général des élections? Non, c'est ce que ça c'est des faits que je donnais. C'est ce qu'on a dans notre terrain, tout simplement. C'est ce qu'on a donc perçu dans votre récit. La deuxième chose, c'est que vous supposez, vous émettez des réserves sur la probité des membres de la commission départementale qui auraient peut-être dénaturé les dossiers qui sont venus à la commission régionale. Ça, je ne l'ai pas dit. Je vais vous dire. Je ne l'ai pas dit. Je vais vous dire. Je ne l'ai pas dit. Pour vérifier et que les trucs ont été falsifiés, prenez seulement le cas de Yaoundé 6. Moi, je suis un élu de Yaoundé 6. Si, arrivé à la commission nationale, on nous dit que le RDPC a gagné à Yaoundé 6, vous pouvez être convaincu que les PV ont été falsifiés. Mais à Yaoundé 6, le RDPC a été platement battu. Donc, les autres circonscriptions au niveau national, tous les partis politiques étaient représentés et ont signé le PV. Tous les partis politiques, sauf peut-être le FNC. C'est compliqué. C'est acrobatique. Monsieur le c'était juste. Très rapidement, oui. En matière électorale, la tricherie n'est pas forcément synonyme de ce que l'un a et l'autre a perdu. N'est-ce pas? Puisqu'on est dans le comptage des voix. On peut tricher pour rehausser les voix de l'autre tout en maintenant l'autre vainqueur. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans plusieurs bureaux de vote. En réalité, vous et moi étions sur le terrain, mais vous avez seulement voté. Moi, je suis représentant d'un candidat. Je voudrais rappeler que je ne suis pas du PCN dans le cas d'espèce, mais je soutenais Cabral Lébi et je me suis prêté justement au jeu de soutien en y apportant mon expérience. Je vous dis que il y a de quoi, il y a bonne politique là. Bien entendu, avec de l'analyse aussi. Merci. Mais là, on est en train de mobiliser les éléments d'analyse sur la base des faits. Je vous dis, je n'ai pas dit que la modification se fait au niveau départemental. J'ai dit que la modification se fait au niveau de l'antenne communale qui transmet les informations au niveau de la circonscription départementale. Mais vous ne le dites pas de façon péremptoire. qu'elle pourrait. Il y a des soupçons. Je l'ai dit, c'est ce qu'on dit là. C'est on ne peut pas être partout à la fois. C'est fondamental parce qu'il faut déjà que les modifications soient justes. Ces suspicions-là sont créées par la loi Jean-Jacques. Lorsqu'on a une loi qui dit que les représentants ne peuvent signer que la première et la dernière page du PV. C'est-à-dire que les intercalaires, là, on peut changer ça à tout moment. Comment on change ça? C'est la loi qui remplit. Les lois ne sont pas bonnes. C'est la loi qui permet qu'on signe la première et la dernière seulement. D'accord. On est même à dit, c'est ça tout. On va entrer dans le même dit, puisque nous disons votre combat, c'est que vous avez dit. Hubert, ce que les aînés nous disent au quartier, il y a beaucoup de choses qui sont dites au quartier. C'est pour cela qu'on va entrer dans l'influence des communicants, de la communication, des réseaux sociaux et des intellectuels sur le processus électoral qui est ouvert. Bonsoir Jean-Jacques Zé, vraiment j'apprécie beaucoup le programme du Grand Soir. S'il te plaît, dis aux RDPistes sur le plateau que M. Biya a gagné cette élection présidentielle, mais surtout que l'ordre de prise de pouvoir suit l'hymne national du pays. Donc le gré à gré se prépare et la région de l'Est va nous diriger les prochaines années avec une vision. C'est Ngungang Darine, voilà, c'est bien précisé entre parenthèses, le médium des Toudi, depuis Kribi. Ce qu'il dit là, c'est qu'il a vu ça loin, que sur le plan électoral, M. Biya a gagné, mais que, comme on dit au Cameroun, du nord au sud,
De l'Est à l'Ouest. Voilà pourquoi vous voulez pas. Que chacun attende son tour. Pourquoi vous voulez pas concentrer la région. On est à l'Est alors. Le président de Touti Akribi nous dit que Moi je pense que depuis 2018 on était à l'Est. Hein. Ah bon? Ah oui. Comment cela? Ça, même si c'était derrière les rideaux, on était à l'Est. Non, c'est pas derrière les rideaux. devant les rideaux, bonsoir à vous. Au studio, juste pour vous dire que le RDPC va gagner les élections, mais le peuple a voté leur président avec un vote de sanction pour dire qu'au président Biya, que le peuple souffre. Il doit changer son gouvernement. Il est entouré de vautours qui défendent leurs intérêts. Ils méprisent le peuple. Or, en démocratie, c'est la voix et le bien-être du peuple qui compte, qu'il faut regarder. Il faut regarder les jeunes qui revendiquent leur voix. Ils sont en grande partie des motomanes, même comme la plupart disent même n'avoir pas voté. Parce que pour revendiquer une victoire, il faut également avoir participé effectivement au vote. Gare Combil, bonsoir. Le 241, merci à vous du côté du Gabon d'être avec nous ce soir. J'espère qu'après le passage de la pluie, la connexion Internet va revenir. C'est aussi ça la réalité dans le pays de Saint-Éloi-Bidou. Ce n'est pas évident d'avoir une connexion d'ailleurs qui nous fait quelques infidélités maintenant. C'est le temps d'accueillir Sa Majesté Patrick Ondondo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Jean-Jacques, bonsoir aux différents copanélistes, bonsoir aux fidèles auditeurs et téléspectateurs de votre chaîne. Alors, merci de nous avoir fait l'honneur de nous inviter aujourd'hui ici pour parler de la problématique, de l'actualité et de tout ce qui entoure l'élection présidentielle et de l'avenir et des orientations, de tout ce qui peut aider l'opinion publique, n'est-ce pas, dans la politique qui est celle qui est pratiquée au Cameroun. Nous, c'est dans la démocratie. D'accord, Oui, d'accord. On a dit que Dito, militant du RDPC qui est sur le plateau, vous étiez seul en ce moment. Je ne suis même pas du RDPC. Je ne suis plus du RDPC. Je ne suis pas du... Non, je voudrais tout simplement vous dire que j'avais été exclu du RDPC. Et les gens ont cette mauvaise habitude. Quand vous faites une analyse qui est brillante d'intelligence et qui ne va pas dans le sens de ce qu'ils voudraient entendre, on vous taxe des militants. Donc je voulais juste donner comme précision qu'il n'a pas été exclu définitivement. Oui, entendu. Il y a deux formes d'exclusion. Il y a deux formes d'exclusion temporaire, mais à durée, à donc préciser. Nous l'attendons toujours, il ne veut pas venir, mais nous l'attendons toujours. Il sait qu'il est exclu. Non, pas définitivement. La durée n'est pas inscrite sur la note d'exclusion. Nous l'attendons toujours. Donc c'est une exclusion définitive, tacite. C'était une exclusion temporaire de 36 mois. Alors, je ne crois pas à la tacite. Je ne crois pas à la tacite reconduction. Si on m'a exclu de manière notoire et publique, et comme il dit que je suis attendu, mais venez me chercher. Voilà. Parallélisme de forme. Voilà, justement. Que le président de la République. Heureusement qu'entre-temps, il ressent quand même quelque chose. Vous restez preneur alors que vous avez voulu créer un parti politique. Vous restez toujours preneur. Non, je n'ai pas dit que je suis preneur, mais je ne cracherai pas. Tout à fait. Le message est passé. Hubert, est-ce que c'est utile qu'on demande à Sa Majesté comment il voit le verre électoral, à moitié plein, à moitié vide, rendu à cette étape du processus électoral, le taux de satisfaction, le verre est-il plein? Non, je crois que le déroulement du scrutin s'est passé dans de très bonnes conditions. On a assisté, on a constaté, n'est-ce pas, que le jour du scrutin du 12 octobre, tous les bureaux, beaucoup de bureaux de vote ont été ouverts à 8 h, ont été fermés à 18 h, et que avant la fermeture, avant la clôture ou à la clôture, les gens ont assisté, n'est-ce pas, au dépouillement des votes. Les gens ont assisté au dépouillement des votes. Donc tout s'est passé effectivement dans de bonnes conditions, mais vous savez, il n'y a pas de choses parfaites. C'est pour cela qu'on peut constater ça et là peut-être quelques irrégularités, mais qui ne sont pas de nature à mettre
C'est votre jugement. Hein. Oui, tout à fait, qui ne sont pas de nature, n'est-ce pas, de remettre en question. À discréditer le processus. discréditer Et d'ailleurs, les observateurs internationaux, monsieur Sekouba Kouyaté, le général Sekouba Kouyaté, qui a été mandaté par le c'est ça, là, il faut voir que la vérité la vérité ne doit pas vous intimider. Donc, au niveau international, donc au niveau des Nations Unies et de l'Union africaine, c'est un scrutin qui a été qualifié d'un bon scrutin. Au niveau national, les observateurs nationaux, qui étaient nombreux, qui sont encore là, qui ont donné des points de presse, ont également approuvé que le scrutin s'est passé dans de bonnes conditions. Donc c'est pour cela que pour nous, le verre est à moitié plein. Alors, à défaut d'être complètement plein. Sur ce terrain, il n'y a plus rien à dire. Les observateurs ont observé que ça s'est bien passé. Non, les mêmes observateurs ont observé en 2018. Vous vous rappelez qu'après, il y a eu un désaveu de certains observateurs d'une organisation internationale. Vous parlez là au passé, monsieur? Bien entendu. La vie est faite de passé, de présent et de futur aussi. Voilà. Il me souvient également qu'en 2018, c'était le même discours que vous teniez à ce temps-là. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ça conforte ce que je dis. Les observateurs observent le déroulement du scrutin. Le jour du vote. Avec qu'ils veulent se rassurer que ça a été ouvert. Et effectivement, moi j'ai reçu dans le bureau où j'étais un observateur qui m'a posé une ou deux questions. Est-ce que vous aviez ouvert à 8 heures? Est-ce que c'était bourré? J'ai répondu clairement que, au vu de ce que j'étais présent à l'heure, 7h58, donc avant l'ouverture du bureau, que tout s'est bien passé. Dans mon précédent propos, je vous ai dit qu'au niveau des bureaux de vote, malgré les petites tractations qu'il y a eu, et celles-là, les Camerounais ont veillé, ils avaient le message. Venez voter à 17h30, assistant au dépouillement, regardez comment on remplit les procès-verbaux. Sauf qu'il y a un petit, quoi que là, c'est que, qui gère le reste des procès-verbaux? Ça va, justement, dans les antennes. Et là-bas, on peut arracher la page du milieu, on la remplit, on vient, on la graffe à nouveau, mais vos signatures sont d'un bout à l'autre. Et on transmet. Et vous devez savoir que les éléments qui sont transmis au niveau départemental, ce n'est pas les procès-verbaux de nous qui étions représentés. La page des résultats. Comment on appelle ça? C'est la ruse, non? La page des résultats. La politique ne fait que des ruses. La page qui affiche les résultats sur un procès-verbal, c'est laquelle? C'est celle du milieu. Celle du milieu. La page des résultats, là, avec les pourcentages. Oui. Tandis qu'à la première couverture, vous avez la région, un certain nombre de représentants. À l'intérieur, parce qu'en fait, ça fait, si je ne m'abuse, ça fait 8 pages. Donc, deux pages, deux doubles feuilles. À l'intérieur, c'est là-bas, on renseigne tout. Mais il n'y a aucune griffe qui montre la présence d'un représentant. Et ça, on l'arrache parce que le PV que moi j'avais, pour peu que je les ai malmenés une ou deux fois, que ça a commencé à sauter. Et c'est là-bas qu'on nettoie tout. On nettoie et puis on agraffe à nouveau. On pourrait nettoyer tout. Oui, ça on va faire. Je vais pas la preuve, et l'autre chose qu'il faut dire à ce niveau, c'est là que je vais adopter ton langage, qu'on pourrait nettoyer tout. Mais ce qu'il faut y montrer, c'est qu'il y a possibilité de nettoyer. Et les éléments qui sont transmis au niveau départemental sont les éléments de l'ECAM, parce que c'est le PV de l'ECAM qui fait foi. Et donc, l'ECAM peut le modifier sur la base d'un certain nombre d'influences et le transmettre, et il fait foi. Ça reste un document authentique. C'est ça le problème. Donc, c'est à ce niveau quand le verre devient à moitié vide. C'est en cas de litige que le PV de l'ECAM fait foi. Oui, je voudrais que... Ça veut dire que si on ne conteste pas le faux pour nous passer. Proportion gardée, qu'il ne faut pas entacher, n'est-ce pas, un scrutin qui s'est passé dans de bonnes conditions, pas des suppositions de fraude. Dès lors qu'on dit que il y a fraude, quand vous accusez, il faut avoir, n'est-ce pas, les preuves d'autres accusations. Vous comprenez que c'est facile d'accuser, et lorsque c'est facile d'accuser, pas facile d'apporter la preuve, ça devient véritablement un peu de une virtualité, de la sorcellerie à la limite. Donc, il y a des sorcelleries, des supputations qui ne sont pas bien. Qui ne sont pas bien, et les gens croient faire du mal à la démocratie camerounaise, mais c'est à toute l'Afrique que vous faites du mal. Quand vous affirmez des choses sans en apporter la preuve, ce n'est pas bien. Quand vous affirmez quelque chose, il faut toujours en apporter la preuve. Et là, je crois que quand les preuves sont
quand les preuves sont apportées, Personne là on peut donc n'a parler, affirmé n'est-ce quoi pas, que ce soit. On d'une donne des certaine façon. suspicions. Mais que de passer, Il y a tout un c'est pour cela ouvrage, des ouvertures, que j'ai aimé électorales. le titre de votre thème, les intellectuels et les communicants, n'est-ce pas, Leur rôle dans ce leur processus rôle électoral. dans le processus électoral. Je crois qu'il faut que nous soyons responsables. La responsabilité signifie que lorsque j'ai quelque chose à dire, je le dis avec preuve. La responsabilité signifie que lorsque nous sommes en pleine démocratie, que nous avons la liberté de penser, que nous avons le droit de dire, de nous exprimer comme nous exprimons avec responsabilité, pas dans la démagogie, pas dans la fausse accusation, pas dans le dénigrement, pas dans l'anathème et le discrédit, n'est-ce pas, vis-à-vis de ceux des acteurs politiques. D'accord, on va entrer justement pleinement dans la thématique, en précisant qu'il y a tout un ouvrage, il est Kamgash, quoi, qui parle des 100 méthodes de fraude en lisant seulement le code électoral, qu'il est possible justement à travers ce code électoral. Respect du premier jour. Ce bruit-là. C'est pas le bruit, justement. Vous savez, nous, on a été des grands fraudeurs à l'époque. Et des communicants. Et des Vous avez continué. Non, vous voyez, vous n'êtes pas parti avec la technologie. Celle de derrière vous sont en plaît. On a suivi le processus électoral depuis la phase de pré-campagne, de campagne jusqu'à cette étape. Quel est le regard qu'on porte sur les communicants des partis politiques, généralement invités sur les plateaux de télé, et les intellectuels associés au débat sur les chaînes de télévision? Est-ce qu'ils ont concouru, ne serait-ce qu'à la compréhension du processus électoral ou à la promotion des idées de leurs candidats? Merci Jean-Jacques. Nous pensons que ce soit les communicants, les intellectuels, dans les plateaux télévisés, de télévision, au niveau de la radio, même sur Internet, ils ont impacté énormément le processus électoral. Ils ont permis à ce que les gens comprennent du début jusqu'à la fin un certain nombre de choses, un certain nombre d'acteurs. Maintenant, si nous prenons particulièrement le jour du scrutin, parce que du scrutin jusqu'à ce jour, je peux dire qu'il y a une énorme manipulation des intellectuels et des communicants. En même temps, ils ont permis de comprendre, en même temps, ils sont dans la manipulation. Dans la manipulation. Ça, je dis, ils ont permis de comprendre. Mais si nous prenons seulement le jour du scrutin, vous allez remarquer, selon la tendance d'un intellectuel, il peut ne même pas être de ce parti politique, mais selon ce qu'il recherche, vous pouvez comprendre que celui-ci, c'est quelqu'un qui est dans la tendance du RDPC. C'est quelqu'un qui est la tendance de l'opposition. Vous allez voir, au soir, vers 18h30, 19h, le jour du scrutin, là, il y avait une course médiatique des chiffres. Je veux que vous... Oui. Course médiatique. Ou c'est Frédé. Oui. Effrénée des chiffres. Au point, vous allez voir, tel bureau de vote, tel a gagné, tel... Au point, les gens oubliaient même qu'un bureau de vote n'est même pas un résultat communal. Parce que certains pensaient, on peut avoir 50 bureaux de vote, mais qu'une antenne communale a près de 200 bureaux de... Bien entendu. Hein? Oui, parce que c'était avait l'impression que gagner dans 20 bureaux de vote, c'est peut-être déjà avoir gagné l'élection. Oh, que non. Et c'est ces communicants ou ces intellectuels qui manipulaient à leur niveau l'opinion publique, que ce soit le RDPC, le FNC, le PCRN, chacun à son niveau présentait des chiffres qui vantaient ou alors qui mettaient son candidat dans la vitrine. Parce que oui, c'est ça la réalité. Oui, si on prend donc, même si on ne prend même en dehors des communicants, ces gens-là qui vont venir vous dire par exemple que en réalité, dans tel bureau, même dans cette communication même, il y a eu des erreurs. Vous allez voir même quand on additionne les chiffres, parfois on se retrouve à 103%, à un moment donné 97%, juste parce qu'on voulait présenter que mon leader, que mon champion a gagné dans telle circonscription électorale, mais on finit par se tromper. Donc ces leaders-là, ces intellectuels-là, Les intellectuels partisans ont été un problème dans la manipulation. Dans la manipulation. Ils ont été un problème. Mais au départ, quand même, ils ont aidé l'opinion publique à comprendre le jeu électoral. Ils ont aidé l'opinion publique à savoir il faut s'inscrire, il faut toutes les différentes étapes, même au moment où on parlait du mandat impératif, même au moment où on a... Parce que quand on parlait du mandat impératif, les intellectuels nous ont aidés. Non. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Non, pas aider, mais... Heureusement qu'il a évoqué ça. Oui. Monsieur Jean-Jacques Zé, je voulais dire que pour répondre à votre question, effectivement, il y a 3 phases. La période préélectorale, la période purement électorale et la période post-électorale. Et pendant la période préélectorale, il y a 2 débats. Il y a 2 Mandat débats. impératif
liste On a voulu nationale. prendre les intellectuels camerounais, on a voulu prendre, n'est-ce pas, les communicants de l'ensemble des partis en otage dans un faux débat de mandat impératif. Pendant longtemps, les gens sont... C'est vous qui dites faux. Oui, c'était un faux mandat. Oui, non, c'était un faux mandat. C'était un faux débat. C'était un faux débat parce que on a voulu effectivement... Pour la période. Non, mais dans un débat, on a voulu ingurgiter... ce qui est vrai. On a voulu ingurgiter, on a voulu ingurgiter à l'opinion publique camerounaise, on a voulu faire absorber, on a voulu faire violer la conscience de l'opinion publique camerounaise que le mandat impératif était quelque chose, n'est-ce pas, de possible au Cameroun. De possible, et que ce n'est que comme ça que l'avenir électoral pouvait se faire. Or, pendant longtemps, nous avons effectivement battu en brèche ça, mais je crois que c'est parce que une certaine opinion a été, n'est-ce pas, à la faveur de ce mandat impératif qui, à la fin, est tombé, n'est-ce pas, comme une sorte c'est sans débat. Sans débat, pourquoi? Parce que le Conseil constitutionnel a effectivement mis terme. C'est un débat inutile. Mis terme. C'est un débat Pour vraiment... la construction. Oui, c'est un débat inutile parce qu'on voulait violer les Camerounais. On a voulu violer les Camerounais et heureusement que ça n'a pas été. Maintenant, pendant la période électorale, nous avons effectivement, toutes les partis politiques ont fait leur campagne, comme chacun fait sa campagne. Moi, je crois que ça s'est bien passé. Maintenant, après le vote du 12 octobre, on est encore entré, n'est-ce pas? Les intellectuels sont revenus. Oui, on est entré dans certaines... Les intellectuels sont revenus, mais il ne faut pas que les intellectuels, n'est-ce pas, soient manipulés. Il ne faut pas que les intellectuels soient otages des manipulations, des fakes et d'un certain nombre de choses pour dérouter l'opinion publique camerounaise. Je crois qu'il faut que lorsqu'on est intellectuel, on est une sorte de phare, on est une sorte de lumière, et que c'est l'intellectuel qui doit donner, n'est-ce pas, la lumière à la population, qui doit donner la lumière. Jacques Léon, malheureusement, parce que le vote qui vient d'avoir lieu, a donné un message très fort. Il y a une fracture sérieuse qui est en train, n'est-ce pas, de s'établir entre la population et l'élite intellectuelle camerounaise en général. Il faut faire très attention. Quelle orientation voulons-nous donner, n'est-ce pas, à notre démocratie? Il faut faire extrêmement attention. D'accord. Jacques Léonce, vous êtes juriste. J'ai voulu vous classer dans la classe des intellectuels. Ce ne serait pas une faute de le faire. Mais lorsqu'on écoute Patrick, on écoute Franklin, on a l'impression que les intellectuels, pendant ce pendant-ci, n'ont pas joué un rôle de construction, de la compréhension en tout cas du processus électoral. Oui, c'est vrai. Maintenant, il faut classifier ces intellectuels. Hein. Il y a certains qui parlent pour le pouvoir, qui très souvent ne sont pas très objectifs. Il y a certains qui ont carrément changé, de gros intellectuels qui avant étaient très écoutés, très aimés par le peuple parce qu'ils disaient la vérité. Après, ils ont changé. Ils ont commencé à dire tout le contraire de ce qu'ils pensaient. La vérité. Ils ont changé de position, on va dire partir la vérité au mensonge. Donc, en réalité, il faut classifier ces intellectuels-là. Oui. Il y a ceux, comme j'ai dit, ceux qui soutiennent le régime, qui, pour moi, ne sont pas très crédibles aux yeux du bas peuple. Il y a les autres qui ne sont pas partisans, qui utilisent encore leur intellect pour édifier les Camerounais. Il y a d'autres, comme je l'ai dit. Cette catégorie n'a pas été très vue, très entendue. Oui, parce que justement, c'est ceux qui parlent pour le système qui sont très souvent mis devant les écrans. Parce qu'il faut parler. Professeur Abba n'est pas du système, professeur Docteur Mono, c'est pas le système. On peut citer un ensemble. Mais ils ont développé les fausses théories des plages d'intervention. Oui, mais ils ont développé pendant longtemps les fausses théories du mandat impératif qui n'a pas marché. Donc en réalité, Sa Majesté évoque le mandat impératif. Je crois que ça n'a pas été un faux débat. Ça n'a pas été du tout un faux débat. Parce qu'il faut rappeler que beaucoup de Camerounais sont dans l'illexisme juridique. Et ça a permis à certains Camerounais de, tout au moins, de lire la Constitution déjà, de lire le code électoral et de savoir ce qu'il en est. Beaucoup ne savaient même pas de quoi il est question. Mais lorsqu'on a évoqué cette histoire de mandat impératif, ça a quand même réveillé quelques notions juridiques. Ça a permis aux Camerounais d'acheter la Constitution, de la lire. Donc je crois que ça n'a pas été un faux débat.
Mais les intellectuels doivent nous envoyer acheter la. Voilà, ça n'a pas été un faux débat. Mais les intellectuels qu'on lui ont fait tout fait faux. Et c'est là où c'est pas sérieux. C'est là où c'est pas sérieux. Oui, c'est là où c'est pas sérieux. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y avait un débat qui a été un faux débat parce qu'ils ont voulu violer les Camerounais et que la vérité a fini, n'est-ce pas, par triompher, étant donné que nous avons un code électoral, nous avons des institutions qui ont fait appliquer le code électoral et nous avons vu que le débat qui a été posé était un débat qui n'était pas juste, c'est parce que c'était un faux débat. On ne peut pas, après avoir vécu ça, donner une quelconque crédibilité à ce genre d'intellectuels qui reviennent aujourd'hui, qui peuvent encore mettre, n'est-ce pas, de fausses manipulations à l'opinion publique nationale camerounaise. Donc c'est pour ça qu'il dit que c'est dangereux. C'est dangereux quand on a affaire. Oui, laissez-moi terminer. C'est dangereux. C'est pas vous qui avez la parole. Oui, c'est dangereux quand on a affaire à des intellectuels qui veulent absolument violer les Camerounais. D'accord, restons dans un débat. J'allais dire, on n'est pas à l'amphi, mais tout à fait, débat académique. Toutes les hypothèses sont prises en compte. Allons-y. Donc en réalité, je disais que c'est ça le rôle de l'intellectuel. Il doit être la lumière qui éclaire. Si l'intellectuel, pendant cette période, a pu permettre aux Camerounais de lire leur constitution, pour moi, c'est une très belle chose. C'est une très belle chose. Donc, on ne peut pas créer ce genre de débat, de faux débat. Pour moi, c'est mépriser les Camerounais. Donc, il y a aussi certains communicants, parlant des communicants, pas que d'intellectuels, certains communicants aussi, qui, et Hubert le disait, qui ont permis aux Camerounais de comprendre qu'il ne suffit pas de se lever le matin du vote, d'aller exercer son devoir civique et de rentrer à la maison, dormir. Ils ont permis aux Camerounais de comprendre qu'il faut s'inscrire d'abord sur liste électorale, il faut aller voter, il faut surveiller son vote, il faut contrôler son vote, au besoin, il faut le défendre. Et je crois que les Camerounais ont totalement compris ça. Ils ont compris ce mécanisme-là. Oui. Mais ont-ils compris une seule fois la vision des candidats? Bon, là, il faut... Est-ce que les communicants ont permis justement de vendre les projets et la vision des candidats? Maintenant, il faut aussi comprendre que nous sommes dans un contexte où les Camerounais ont une culture politique déficitaire. Mais qui doit la construire. Oui, il faut la construire. Mais d'abord en éduquant les Camerounais à la chose politique. Il faut d'abord leur apprendre comment est-ce que se passe le processus électoral. Avant d'aller sur l'aspect du projet de société, tout ce qui va avec, il faut d'abord que les Camerounais comprennent leur processus électoral. Soit que sur ce point-là... qu'on a fait pendant 7 ans, si c'est le jour du marché qu'on vient de dire qu'il faut aller à gauche et à droite, vous savez que dans nos villages, les gens ont voté le bulletin blanc. On a fait la campagne pour ceux qui étaient du NDPC, bulletin blanc. Et le jour du vote, il y a un technique. Il a bien partagé cette expérience. On a retrouvé le bulletin blanc. C'était blanc, on leur a dit que le respect c'est que de la consigne. C'est jaune, l'autre est vert. Voilà. Votez celui qui est blanc. Voilà. Le jour du vote, sur les 12 bulletins, il y avait deux blancs. Alors vous imaginez l'embarras des gens qui n'ont été travaillés que sur le vote. Ça, c'est l'aspect culture politique déficitaire qui a prévalu. Et ça, c'est l'acteur politique, c'est le communicant qui doit le construire. Déjà, en expliquant le processus, d'abord, il faut le comprendre. Oui. Si l'électeur sait qu'on ne devrait pas mettre 2 bulletins dans un même enveloppe, il ne va pas le faire. Mais s'il le fait, c'est parce qu'il n'a pas compris le processus. Il faut l'éduquer. Disons que... on va passer sur ce sujet-là. Saint-Éloi Bidoum, vous avez commis une chronique ce matin, là où vous parlez d'une guerre des républiques, entre République du Cameroun et République de Facebook. Parce que dans l'aspect communication, on intervient beaucoup le côté des réseaux sociaux. Aujourd'hui, quel a été l'impact justement de ces réseaux sociaux sur le processus électoral rendu à l'étape actuelle? Je crois qu'il faudrait que les intellectuels... Vous savez, le Cameroun a été gouverné pendant 25 ans par des analphabètes. Et le Cameroun se portait bien. Absolument. Oui. Et dès que les intellectuels ont fait leur entrée en politique, ils ont vendu chacun son... Les anciens patrons. Ils ont vendu chacun... Sa télé donnait beaucoup d'argent. Une fois qu'il a pris les gens qui étaient à l'école, il ne gagne plus beaucoup d'argent. On a essayé de le convaincre de ne plus mettre les deuils à tout moment à la télé. Et les deuils lui donnaient beaucoup d'argent. Ouais, c'est un peu ça. Non, les intellectuels et les communicants ont joué un très mauvais rôle dans le processus électoral. Parce que quand vous regardez
il y a des intellectuels qui sont abonnés à Info TV, il y a des intellectuels qui sont abonnés à Vision 4, des intellectuels qu'on abonne un peu partout. Et comme chacun doit absolument défendre la cuisine de sa mère, le débat est déjà faux. Et politiquement et stratégiquement, on peut donc vous imposer ce qu'on aura appelé tout à l'heure un faux débat. Ce n'est pas un faux débat, parler du mandat impératif, mais le moment où on a choisi de mettre ce débat sur la table, il devient un faux débat qui va distraire les gens pendant que les choses sérieuses sont en train de se passer. Pendant que les Cabral Libye venaient bander leur cervelle sur le plateau avec le libéralisme communautaire et autres, le RDPC était en train de constituer les listes des gens qui vont s'occuper des bureaux de vote. Et vous voyez, c'est à ce niveau que le débat devient inutile. Et je ne serais pas surpris que le RDPC, dans sa malice, sa ruse habituelle, vous serve à partir de jeudi soir un conflit Eto-Mouel et Kombi. C'est stratégique. Oui, c'est stratégique. Et puis, la préélection, on n'en parlera plus. Alors qu'il y a des choses importantes. Il appartient aux intellectuels de venir faire la pédagogie des enjeux de la préélection. Là, aujourd'hui, là, les Camerounais savent. Sauf qu'on est sur le débat de proclamation des résultats. Oui, justement, c'est ça qui... Que les intellectuels viennent expliquer aux gens que les tests disent qu'après l'élection, le Conseil constitutionnel a 15 jours pour proclamer les résultats. Au lieu de venir faire le débat selon lequel Chiroma a gagné, Paul Biya a gagné, Cabral a gagné à truc et machin. Vous voyez un peu. Donc, il appartient aux intellectuels de mener cette pédagogie-là. Et cette pédagogie n'a pas été menée jusqu'à présent. Alors que dans 72 heures, on promet un Cameroun à feu et à sang. Et les communicants, je ne sais même pas d'où vient ce mot, ce qu'il signifie. Quand j'étais un peu à l'école, on parlait de communicateurs, et puis les spécialistes de la sémiotique dans le RDPC nous ont amené un mot communicant, et ils ont commencé à vous balancer des gens sur le plateau qui venaient défendre les idéologies de leur parti. Et ça a pris la moutarde est montée, et tout le monde a commencé à le faire. Alors c'est des gens qui viennent fausser les problèmes et les problèmes réels que la société a. Moi je dis, je ne suis pas venu mener un débat ici aujourd'hui pour savoir si Paul Biya a gagné, si Chiroma a gagné. De toutes les façons, si Chiroma a gagné, ça m'arrange parce que je voulais déjà que Paul Biya parte. Il n'a jamais été trop long. Et j'ai dit que si c'est sur la base de la loi, pourtant tu n'as pas voté. Je soutiendrai. Pourtant tu n'as pas voté. Non, je vous dis qu'il faut savoir respecter les institutions. Si Chiroma a gagné, je soutiendrai Chiroma, je lui ferai une lettre de félicitations. Si Paul Biya a gagné et que Chiroma nous promet le feu et le sang, je soutiendrai Paul Biya malgré sa longévité, parce qu'il va certainement nous garantir la paix. D'accord, nous n'avons pas que Chiroma a promis le feu et le sang. Non, c'est la question. J'ai dit que c'est des communications diverses, notamment vous voyez et maintenant, tout cela est relayé par quoi? Ce sont les communicants. Vous voyez, il y a un domaine qui est hautement intellectuel que l'État du Cameroun a négligé, les réseaux sociaux. Oui. On a abandonné les réseaux sociaux à une bande d'analphabètes qui ne comprennent rien, qui ne connaissent pas les b.a.-ba de la communication. Un micro, c'est très dangereux. On a eu les 7 collines au Rwanda, ils ne savent pas. Et quand s'ajoute encore l'ethnofascisme médiatique qui pousse, qui dresse les uns contre les autres, je crois qu'il faut que l'État, moi je suis de ceux qui pensent qu'un État doit être fort.
quand le désordre, l'indiscipline ont toutes les audaces, l'État doit s'armer de tout le courage pour rétablir de l'ordre. Et il est grand temps, avant qu'on ne vive ce qu'on nous promet, que l'État mette de l'ordre dans les réseaux sociaux. Franklin, est-ce qu'on n'est pas entré dans l'ère de la fanatisation même de l'intellectuel? On voit bien clairement que certains intellectuels ont mis de côté la science. C'est dû à quoi? Le positionnement, le clientélisme ou le carriérisme qui semble être, en tout cas, la base de tout cela? Il y a le positionnement, il y a le clientélisme, il y a le carriérisme, parce que chaque intellectuel, ce sont ses communicants, chacun est dans un bord politique et il défend amplement ce bord politique. Même si on prend le cas, si on revient, permettez, même si c'est pour quelques secondes là, le cas du mandat impératif, ceux qui défendaient le mandat impératif, c'est ceux qui voulaient très bien comprendre à l'opinion publique que à travers le mandat impératif, on peut être candidat. Et ceux qui étaient contre le mandat impératif montraient, nous en tant qu'intellectuels, que celui-là, quels que soient les cas, c'est impossible. Donc ces intellectuels, il faut être impartial. Il faut présenter à l'opinion publique clairement. Est-ce que c'est encore possible au Cameroun pour un intellectuel d'être impartial? Ceux qui étaient impartiaux hier sont devenus partiaux, ils ont été promus. Oui, c'est possible, c'est possible. Vous avez des exemples bien. Moi, je suis comme ça. C'est vrai que le commissaire Messanganya me disait qu'il n'y a même pas 0,05% d'intellectuels qui interviennent par exemple sur la scène politique ou sur les plateaux de télé. Donc il y a encore beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Même donc bon nombre là, il y a une face cachée du clientélisme, du positionnement, pour la plupart. Parce que quand même dans un village, même ces interviews dans un village, quand on devait voir quelqu'un motivé, quand il prenait le cadre d'un bureau de vote, ou peut-être on a perdu ici, il semblerait qu'il y a changement. Parce que l'élite trouve que si dans son village, dans sa commune, il perd là-bas, son positionnement est en difficulté. Il est prêt à tout. Et il est prêt à tout. Il semblerait, parce que si dans le bureau de vote, il y a 50. Parce qu'à l'arrivée, le RDPC peut bien gagner, donc d'ici quelques jours, peut bien gagner, mais à la fin, on se rend compte que la commune X a perdu. Ça veut donc dire que la commune X a perdu. Qui est responsable de la commune X? C'est peut-être Hubert qui est responsable de la commune X. Ça veut dire qu'il ne défend pas clairement les couleurs du parti dans cette zone. Voilà pourquoi un intellectuel peut se retrouver dans ce genre de manœuvre-là qui n'avance pas, mais en réalité, c'est pour lui qu'il a fait la manœuvre, ce n'est pas pour le parti, c'est pour lui qu'il a fait. Il deviendra quand même des intellectuels qui ne sont pas encartés ou qui n'ont pas une étiquette politique connue. Ils deviennent rares dans ce contexte-là. Est-ce que ce n'est pas à partir de ce moment où s'éloigne la compréhension, par exemple, du processus électoral? Non, ils ne sont pas assez rares. Nous qui avons arpenté le milieu universitaire, tous les enseignants qui m'ont tenu à l'université, je ne pense même pas que 2 ou 3 font la télé. Hein. J'étais à l'université de Douala, au département d'histoire, j'ai plein de professeurs là-bas, ils sont promus. C'est-à-dire que, ouais, quelqu'un qui a été CC hier, qui est venu mettre de conférence, aujourd'hui, ils ne font pas la télé, ils font le travail. C'est ceux qui ont décidé de... Ils ne font pas la campagne électorale aussi? Bon, je ne sais pas à quel niveau ils font la campagne, mais moi, ceux dont on parle, c'est ceux qui sont sur l'espace public, qui polluent. Ils vont défendre leurs intérêts dans leur village éventuellement, mais beaucoup, j'en connais même qui sont très détracteurs du régime, ils prennent clairement position. Ce que j'avais dit, pour rester dans votre question, le rôle de l'intellectuel. Pendant la campagne, j'ai vu des intellectuels malhonnêtes à la télé. Malhonnêtes. J'ai écouté dans ces médias, un intellectuel dit que aucun candidat de l'opposition n'a un programme. Est-ce qu'un intellectuel peut dire ça? Ce qu'il doit faire, c'est de montrer éventuellement les insuffisances d'un programme, mais de venir dire qu'il était présenté comment? Communicant? Il était intellectuel, professeur X. Ah d'accord. Moi, je préfère ne pas les citer. D'accord. La paix est bien. Surtout à parler là des intellectuels du dimanche. Oui, mais ils sont pour ça. Mais l'Afrique, on peut bien faire le débat sur qui est intellectuel. Jean-Jacques, vous êtes un intellectuel. C'est pas parce que vous êtes journaliste de ce côté. L'intellectuel, c'est cet individu qui a une capacité de mobiliser la ressource pour pouvoir expliquer aux gens un certain nombre de phénomènes. Oui. Ils peuvent être politiques, sociaux, dans la médecine et tout. Nous tous ici,
nous sommes intellectuels. Mais quand vous avez des gens qui décident de peindre le blanc en noir, c'est un problème. Quand vous avez des gens qui décident de voir la vérité d'un côté et éventuellement le faux de l'autre côté, c'est un problème. Et à ce niveau que moi, dans le prolongement comment est-ce que je vais appeler ça, des procès, j'accuse aussi la presse. C'est-à-dire que pendant la période électorale, on a des gens dont on connaissait déjà l'orientation qu'on invitait. Tout à fait. Pour venir polluer. Et même le débat sur le comportement des intellectuels. On connaît quelqu'un qui est essentiellement hystérique. On compose un plateau avec des gens qui sont essentiellement taquins. On les met ensemble, tous ont la casquette intellectuelle et ça éclate. Et on les appelle les intellectuels et ça jette la... Et les réseaux sociaux s'en délectent. Oh, et la presse aussi dit comme ça donne le média, l'audimat, parce qu'on est dans une société du buzz. Et voilà le procès. On fera le procès de la société camerounaise de bout en bout. Donc vous avez pas. On fera une émission sur le rôle des médias. On ne doit pas fuir. Oui. On va pas fuir. Voilà, il faut le faire parce que vraiment on va pas fuir. Merci. Vous en faites pas. Pour les communicants, le communicant en période électorale est dans son rôle. Il est là, communiquer, ça vient, communiquer, c'est montrer tout le bien fondé que revêt un produit et donc un candidat. Même quand c'est mauvais. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Est-ce que quand on est communicant, on n'a pas le devoir de vérité aussi? Non, le problème c'est que quand... Parce que même au sein des partis politiques, on connaît des communicants qui ne disent pas que tout est blanc. Que tout est blanc. Oui. Ça vous dites vrai, même dans le parti de M. Ondon, je crois d'ailleurs que lui et moi là souvent fait quelques plateaux, la vérité est souvent évidente qu'il est parfois obligé de dire que de fléchir voilà quand même. Et là je me rappelle souvent que je lui dis souvent que le père c'est ta casquette de chef qui t'a rattrapé parce que quand tu iras au village, quelqu'un te dira que le mensonge que tu fais à Yaoundé, tu as aussi amené ça ici au village. Mais ils sont très peu. Mais fondamentalement, le communicant a vocation, quand on vous donne un produit, vous devez montrer que le produit là n'a que plus d'éléments positifs que... Vous démissionnez. C'est de ça que c'est. Donc en période de campagne, ils étaient dans leur rôle. C'est en période post-électorale qu'ils deviennent dangereux. Parce que ils sont très peu qui reconnaissent. Là, ils ont raté. Ils sont très peu qui reconnaissent d'avoir fouté à un endroit. Comprenez un peu. Ils deviennent très dangereux. Et moi, je crois que en cette période aussi, on doit cesser d'être éventuellement communicant. On doit laisser la vérité éclore. Parce que plus vous communiquez, vous avez vu l'aîné, quand il parlait là, quelqu'un a réagi, et ça énerve les gens au quartier. Et c'est pas bien que dans ce... Ça a énervé quelqu'un. Non. Ça, c'est ceux qui ont pu écrire et la connaissance de la jeune. En cette période, il faut qu'on soit minimalement un peu plus responsable. Oui, et là encore, je vous félicite parce que quand vous composez un plateau comme celui-ci, vous essayez de prendre des gens qui ont des éléments d'analyse qui ne vont pas frustrer les téléspectateurs. Oui. On a besoin de convaincre les gens en mobilisant les éléments d'analyse et vous savez, la vérité est vraie. Le bon sens est la chose. Alors, dans cette affaire-là, il y a des communicants officiels, officiellement désignés, il y a des communicants autoproclamés qu'on retrouve soit sur les médias ou à travers les réseaux sociaux, où des gens décident eux-mêmes de prendre un camp et vont au front. Oui, c'est parce que nous sommes dans un contexte de liberté, pour ne pas dire de libertinage. Étant donné que les réseaux sociaux, vous n'avez pas des règles, n'est-ce pas, pour recenser ceux qui doivent parler, n'est-ce pas, au nom des autres. Les partis politiques sont organisés. Les partis politiques sont organisés de telle sorte que chacun désigne qui peut parler en son nom. Mais sur le plan des réseaux sociaux, comme c'est ouvert, c'est véritablement le monde, la globalisation qui l'emporte. Alors, chacun est maître, n'est-ce pas? On peut se désolidariser, non? Oui, on peut se désolidariser. Quelqu'un dit parler en votre nom. Oui, on peut effectivement se désolidariser. Je crois qu'il y a, si je n'ai pas, si j'ai bonne mémoire, qui hier a sorti, n'est-ce pas, un communiqué qu'il n'y a qu'une seule personne qui va parler en son nom. Et je crois que c'est responsable. Oui, c'est responsable. Ça veut dire qu'il sera prêt à assumer ce que cette personne-là dira en son nom. Il ne pourra pas assumer ce que d'autres personnes pourraient dire, n'est-ce pas, en son nom. Mais de manière générale, à la suite de ce qu'on le disait tout à l'heure, en ce qui concerne les débats, j'ai effectivement, je voulais un peu accuser les médias parce que tout au long de la campagne, non, excusez, ça a échappé à beaucoup de monde. Oui. Ici, à Info TV, avant, dans la période préélectorale, j'ai vu comment vous, M. Jean-Jacques, vous avez reçu
C'est un leader de parti politique. Ils ont délivré des titres fonciers à des gens sur le plateau. Je suis des gens qui sont venus s'exprimer, des leaders d'opinion. On a donc pensé que pendant la campagne, les médias, tels que vous allez organiser, des débats contre débats. Oui, thème contre thème. Justement. Mais on n'a pas beaucoup assisté à ça. C'est pas faute. Vous êtes d'accord avec moi? Ça a été difficile de nous sommes d'accord. On n'a pas vu débat d'idées contre débat d'idées. Il y avait 12 candidats. Il y avait 12 candidats. Et il y avait parmi les candidats, n'est-ce pas, il y avait des candidats qui avaient des points de vue qu'il fallait aussi faire connaître aux Camerounais. Alors, à ce niveau-là, ça s'est passé. Je suis d'accord avec vous. Les médias ne l'ont pas fait. Tout à fait. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas de volonté, mais c'était impossible de mobiliser les ressources des candidats pour faire ce genre d'émission. Tout à fait. Autre part, vous verrez qu'il y a des candidats qui se retrouvaient au nord, au sud, et à l'est et à l'ouest, qui n'avaient pas des équipes de communication conçues. C'est-à-dire que il y a des candidats qu'on n'a même pas pu avoir, ne serait-ce que leur attaché de presse. Effectivement, effectivement. Vraiment assez difficile. Et d'autres qui étaient à bord des taxis Yango, où il fallait passer par le propriétaire du taxi, qui voulait lui-même s'approprier la communication de son candidat qu'il a choisi, au point où ça dénaturait même la volonté du média en question. Tout à fait. C'est pas évident. Oui. Et il y a une question de culture. Oui. Il faut que les candidats également entrent dans la culture du débat contradictoire, face à face et autres. On a bien voulu le faire, mais... Oui, je crois que ce n'est pas tard. Il y a d'autres campagnes qui viendront. Je crois qu'il faudra prendre la peine de mettre sur les plateaux débat d'idées, thème contre thème, tel parti contre tel parti. Je crois que ça peut mais là, il y a des bons bandits qui viennent sur les plateaux là. Oui. Ils choisissent son angle au quartier. Vous lui posez la question sur les communicants, il se parle d'autre chose carrément. Et si vous le suivez, c'est fini, l'émission elle est partie. Tout à fait. D'accord, on est d'accord là-dessus, sur le rôle des communicants. On est d'accord qu'il y a toute une culture qu'il faut mettre en place pour asseoir le débat d'idées qui a échappé pendant toute la campagne électorale. Oui. On est resté sur l'âge, on est resté sur les anciennes appartenances, sur les alliances d'hier. Sur les alliances d'hier, de 24, 72, tel peut se rallier à telle la coalition, on attend. Pendant 2 semaines. Bah, tout ça, ça faisait aussi partie des enjeux. On ne peut pas élargir ça comme ça. Oui. À un moment donné, le Camerounais avait besoin, par exemple, qu'on évoque la question de la coalition. Mais je voulais également évoquer un élément que Jean-Jacques a indiqué tout à l'heure, que l'homme classe comme étant un formidable. Le débat sur le mandat impératif a été dévoyé parce que c'était devenu un débat de personnes. Tout à fait. Comprenez un peu. Les gens ont pris parti en fonction de ce qu'ils voulaient ou alors de ce qu'ils ne voulaient pas. Or, le débat lui-même est important. Le débat sur la liste nationale électorale est un débat extrêmement important. Tout simplement parce que l'élection présidentielle a une circonscription nationale. De ce point de vue, vous ne pouvez pas aller à une élection qui a une seule circonscription. Vous ne maîtrisez pas qui sont vos électeurs. Si on le fait, notamment au niveau de l'élection municipale, qui a une circonscription électorale, on doit pouvoir le faire. Mais toujours sur le prisme des personnes, les gens ont noyé le débat. Tout à fait. Bonsoir, ma question est celle de savoir pourquoi le peuple s'acharne trop sur Paul Biya. Les Camerounais veulent le changement ou bien leur seul problème c'est Biya doit partir. Pour moi, Issa Tirom a fait partie des gens qui ont contribué à la destruction de ce pays quand il était ministre. Quel est donc son bilan? À 2 mois de l'élection, il démissionne et il devient subitement celui-là qui viendra changer le Cameroun. Point d'interrogation pour moi. Il n'est pas crédible. Quelqu'un qui est toujours prêt à trahir. Nous n'en sommes plus là. On a déjà voté. Le débat est passé. Le débat là est passé. Il peut même être président. Il peut même... J'ai dit là. J'ai dit en petit. Alors les communicants et intellectuels ont rendu la présidentielle 2025 plus dynamique qu'en 2018 en rendant accessibles des débats complexes tels que la succession, les réformes. Cependant, leur partialité risque de creuser les clivages ethniques et générationnels. Si Biya est réélu un gouvernement d'ouverture incluant, ces voix modérées pourraient apaiser. Sinon, leur rôle dans une transition pacifique sera crucial. Cette bataille d'opinion pourrait marquer un point d'inflexion pour la démocratie camerounaise à suivre le 23 octobre pour voir si leur influence se penche vers l'unité ou vers la fracture. D'accord, là-dessus, on va prendre un autre message. Je connais que la connexion est... C'est un point de vue pertinent. La connexion est pensée, c'est pertinent. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que parlant de la modération des voix, parlant des problèmes liés à l'unité nationale et à la paix,
Et je crois qu'il faut toujours tendre vers là. Je crois que le camarade Bidon le disait tout à l'heure, que je crois que en toute chose, je crois que la paix est prioritaire au Cameroun et que il faut attendre sereinement ce que le Conseil constitutionnel va nous dire et je crois consolider ce que le Conseil constitutionnel va nous dire. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Certains de nos intellectuels et certains communicants sont à la solde du régime. Ils ont choisi leur vente au détriment de l'intérêt général. En plus de cela, ils ont donné la honte aux chiens. Conséquence, ils ont zéro principe et zéro personnalité. François Xavier, du côté d'Obala, qui est très sentencieux là-dessus. Je rappelle qu'il y a des intellectuels sur ce plateau qui n'ont pas cédé à l'appel du ventre. Bonsoir, et au panel, tous les journalistes observateurs et le monde entier savent que les Camerounais ont refusé cette fois d'élire un monsieur qui devrait avoir, voilà le débat de l'âge, vraiment, on n'est plus sur ça. Bonsoir à vous sur le plateau. Le RDPC n'a plus rien à nous donner. Voilà le président du Bénin qui quitte le pouvoir avec grandeur et respect, malgré que le peuple le réclame, mais chez nous, c'est le contraire. On est encore sur le débat de l'âge. Nivérol depuis Douala, je crois que la campagne est passée. Maintenant, vous avez certainement voté. Bonsoir Jean-Jacques. Par la force de Dieu, le peuple va réclamer la vérité des urnes. Non, il n'y a pas de balle de l'armée quelque part. Les urnes vont s'exprimer et ça devrait être respecté. Le plateau, Jean-Jacques Zé, bonsoir. Ordonne la prise de parole des panélistes Dieudonné et Sos. On est même assez ordonné ce soir. Est-ce que tu as regardé la télé hier? Est-ce que tu es au Cameroun hier? Tu as regardé la télé? Bonsoir, nous souhaitons que le président analyse les résultats des urnes et non les résultats des comme jeudi. On va le faire comment? Il faut ouvrir toutes les urnes du pays pour lire à tout le riche panel. Bonsoir. Souligner ici que le RDPC n'a pas besoin de frauder les élections, seulement en termes de représentativité dans le territoire. Il écrase tous les autres partis. Donc sa victoire ne doit pas surprendre les Camerounais. Sénéa Demana, je crois que Saint-Éloi Bidou va pas être d'accord avec toi. Il a vu que dans un bastion dit imprégnable hier, le RDPC a mordu la poussière en plein. Les choses changent quand même. Il ne faut pas qu'on ait de communication carrée. Et je crois que même les communicants du RDPC nous ont amenés dans ces communications carrées. Nous sommes représentés, nous sommes nombreux, seulement nos structures, on va gagner. Il va descendre sur terre. Et Jean de Dieu Momo disait, faites attention à votre excès d'assurance. Non, moi je crois que je crois qu'on n'en est peut-être pas encore là, en attendant que le Conseil constitutionnel lui donne, n'est-ce pas, donne son verdict. Mais je crois que quel que soit le verdict qui sera donné, il y a beaucoup de leçons à tirer. Il y a de très grandes leçons à tirer. Il y a une véritable mutation politique, n'est-ce pas, qui s'opère et qui est en train de s'opérer au Cameroun. Il faut tenir compte de ça. On ne peut pas ne pas tenir compte de ça. Patrick, nous en sommes là. La première instance de sanction d'expression des voix, c'est le bureau de vote. Et au niveau à Yaoundé 6, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Bidou qui a dit que le RDPC a perdu là-bas. Qui gère la mairie de Yaoundé 6? Est-ce que c'est le maire qui... Non, c'est le RDPC. C'est du maire. Non, c'est le RDPC. Je suis d'accord. Je vais vous rappeler que le maire de Dieu est le président de section là-bas. Oui. Comprenez un peu? Mais là, c'est pas lui. Dans la zone de Volbeti, pendant la campagne, j'ai vu, ils ont arpenté l'axe qui va de Melun vers Volbeti. La route était pleine. Des gens habillés en tenue du RDPC. Mais les bureaux de vote de la circonscription là, il a perdu. Donc ça veut dire que... On est à l'élection présidentielle. Non, ce que vous dites n'est pas faux. Ce que vous dites n'est pas faux. Et quand Bidou parle, il parle avec une certaine expérience. Nous sommes majoritairement installés là-bas. Quand il parle, il faut tenir compte de ce qu'il dit, de ce que vous dites également. Et je crois qu'il y a des leçons à tirer. Je ne suis pas là pour parler. Alors, cette leçon, la communication, cette communication avant l'élection du RDPC, Jacques Léonce, était un peu plus faite d'assurance. Ils n'ont même pas écouté le membre du G20 qui disait que cette assurance-là pourrait être problématique. Faites attention, on n'a pas écouté Jean de Dieu Momo sur la communication du RDPC avant et pendant. Ah oui, Jean-Jacques, c'est très important. Lorsque vous avez écouté même le président lui-même intervenir juste après avoir effectué son devoir civique, il a dit
que lui-même n'est pas sûr d'être réélu. Il attend qu'il soit réélu. Par contre, ses communicants sur le plateau de télévision, chaque jour, nous disent, oh, vraiment, c'est déjà gagné d'avance, tout à fait fait, tout est gagné, vraiment. Ça, dit que Coton, le Real Madrid et tout. Les communicants sont faits pour... Ils ont oublié que tout puissant Nazembe a battu le Milan AC au sommet de sa carrière. Et encore pour continuer des Coton que du monde est clair. Coton n'a pas perdu à domicile. Non, Jacques Léon, donc en réalité, vous voyez donc la différence entre le président lui-même et ses communicants. Ces communicants ont une assurance, une arrogance qui frôle parfois le ridicule, qui énerve les Camerounais, qui écoutent à la maison. Donc soit qu'il faut qu'il redescende sur terre, parce que le président lui-même, il a pris le pouls, il a compris que ça bouillonne, et que en 2025, les Camerounais sont davantage conscients de la souffrance que, peut-être pas lui-même, mais les gens qui travaillent avec lui ont infligé au peuple camerounais depuis 43 ans. Et la sanction est là. Si en plein Yaoundé, le président réussit, le RDPC réussit à perdre couture, il y a des leçons à tirer. Il faut comprendre que le peuple camerounais est en train de sanctionner ces gens. Je vais quand même donner deux précisions. Vous allez réagir, deux petites précisions. Sur la communication des communicants du RDPC, y a-t-il eu des fautes qui peuvent justifier ce qu'on observe aujourd'hui? Bien évidemment, il y a des fautes parce que la communication du RDPC a plutôt présenté comment il faut menacer des personnes, comment on est aussi assuré. Quand on peut dire aux gens, Real de Madrid contre Coton Sport de Garoua, ça c'est un problème de communication. C'est une manière de montrer qu'ils connaissent le football. Quand on parle de Real de Madrid, c'est une mastodonte. 15 Ligues de Champions par rapport à Coton Sport de Garoua. Le Coton Sport, dans le contexte actuel, avec des candidats qui viennent de la Benoît, ça peut être interprété autrement. Encore que même quand on dit Real de Madrid contre Coton Sport de Garoua, Coton Sport n'a souvent pas perdu à domicile. Voilà. C'est souvent pour aussi mon n'a souvent pas perdu à domicile. Donc ce sont des techniques pour influencer, si bien que quelqu'un qui pensait même être fort, il se rabaisse directement. Quand on vient vous présenter ça, on vient dans les raisons, on vous lance que dans le Littoral il a gagné, dans le Nord il a gagné, on prend ceci, on vous dit ci. C'est un problème. Il faut rester humble et attendre, comme disait Léonce, le président sorti du bureau de vote, lui-même n'était pas très sûr. Il n'était pas la question sur les perspectives, sur l'avenir là. Il a dit qu'il faut d'abord gagner. Il quand même vous l'apporter. Il faut d'abord gagner. C'était une communication de circonstance bien pensée. Bien pensée. Or, ceux qui entourent et qui veulent monopoliser la parole, qui veulent montrer aux autres qu'il n'y a rien, on ressort les listes parce qu'à la veille des élections, on a sorti les listes du RDPC. Section du comité, de la section jusqu'à la cellule. On a montré que de la section jusqu'à la cellule, qui a plus besoin de quelqu'un d'autre. Le sommet, deux précisions, oui. Ça fait au moins 2 millions. Oui. Pratiquement 4 millions. Les deux. Ils ont oublié qu'ils avaient les deux précisions. Les deux précisions, c'est que tous ceux les cadres, que ce soit les cadres des ministres qui ont parlé au nom du RDPC, qui ont le droit légitime de parler au nom du RDPC, si certains ont utilisé des figures de style, je crois qu'il faut prendre ça comme figure de style. Et il ne faut pas en faire un objet, n'est-ce pas, d'abus, parce que nous avons des idées différentes. Quand nous sommes, quand nous sommes dans un débat, la métaphore, voilà, quand nous sommes dans un débat et que nous n'avons pas la même position, je crois qu'il faut respecter les points de vue des autres. Il ne faut pas passer le temps à insulter les représentants, les communicants du RDPC. Première chose, ça c'est la position que je voulais, que vous ne devez pas le faire. C'est pas juste de votre part, parce que chacun est dans son camp. Et lorsque un communicant du RDPC défend le RDPC, il ne faut pas l'insulter. Non, on a ça, insulté. Il faudrait bien que ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est que, effectivement, vous l'avez évoqué, avant d'aller passer à l'élection, le RDPC avait la certitude d'avoir déjà une avance sur les concurrents. Pourquoi? Parce que dans le sommier politique, depuis 2020, parce que nous avons été au renouvellement, nous avons refait, n'est-ce pas, notre sommier politique. Notre sommier politique fait que nous avions, n'est-ce pas, des militants qui composent
n'est-ce pas, qui font un certain nombre. Lorsqu'on prend le sommet politique de tout le RDPC, on est dans les 4 millions, vous comprenez un peu. Non sincère dans cette affaire. Voilà. Non, oui, c'est normal. Ça dit que certains ont bradé leur liberté. Certains ont choisi ce qu'ils ont voulu choisir. Ceux qui sont restés fidèles sont restés fidèles. Ceux qui ne sont pas restés fidèles ne sont pas restés fidèles. Maintenant, nous attendons d'abord, avant de tirer les conclusions. Et même en ce qui concerne Yaoundé, attendons d'abord les chiffres avant de tirer les conclusions. C'est pour cela que nous ne pouvons pas nous hâter de tirer, n'est-ce pas, ces conclusions. On est sur les attitudes. Nous devons attendre. Franklin était en train de chuter avant la prise de parole de cette loi. Oui, ce que je disais, le RDPC essaie de représenter dans tout le pays, parce que les communicants ont montré que le RDPC seul est capable de mobiliser 32 000 scrutateurs dans le pays, pendant que quand d'autres revendiquent, ils n'ont pas pu mobiliser 5 000 scrutateurs. Or, si 5 000 représentants. 5 000 représentants, oui. Oui, 5 000 représentants dans les bureaux de vote. Donc, ils ont présenté de telle sorte que cette force du RDPC fait à ce que directement, ils peuvent même gagner, oubliant que même en 90, l'Argentine était annoncée gagner 5-0 le Cameroun, et finalement le Cameroun a gagné 1-0. Oui, Coupe du monde. Coupe du monde 90, en Italie. L'Argentine était annoncée gagner le Cameroun avec Maradona au stade. Mais à l'arrivée, c'est le Cameroun qui a gagné par 1-0, qui est resté historique pour notre pays. Donc il ne faudrait pas qu'on pense toujours que tout est acquis. Il faut pas que les communicants s'expriment comme s'ils annonçaient un conseil. Un conseil de famille pour pas. Ils ont besoin d'un peu d'humilité. Dans la communication, c'était loi Bidou. Je crois que les communicants du RDPC n'écoutent pas le président Biya. Le président Biya est très humble et chaque fois qu'il sort un mot dans sa bouche, ce mot a un sens. Est-ce que ce n'est pas lui aussi? Prenez seulement l'exemple. Prenez seulement l'exemple. Prenez seulement l'exemple de sa communication avec Charles Ndongo le jour de l'élection. C'était un message qu'il envoyait aux militants du RDPC. Vous êtes trop arrogants, vous êtes trop sûrs. Il peut y avoir des surprises. Et effectivement, des surprises, il y en a, puisqu'on en vient à supputer que Biya a gagné, que Tirima a gagné, et autres. Il faut reconnaître le RDPC que la communication est mauvaise. Elle est entre les mains de très mauvais communicateurs. Moi, je ne suis pas de la même génération que Famé Ndongo. Mais j'ai appris en communication que quand on s'adresse à des gens, il faut s'adresser à ces personnes dans un langage qu'ils comprennent. Si vous venez réciter Molière, si vous allez ressusciter Racine, si vous allez ressusciter, c'est-à-dire que cette grandiloquence-là ne satisfait pas les militants du LDC. Donc, si j'étais M. Famé Ndongo, je démissionnerais du poste de secrétaire national à la communication parce que sa communication est dépassée. Je suis en train de faire un article que je vais publier après les élections sur le RDPC que j'ai intitulé Manœuvre. Le RDPC a besoin d'être repensé et reconstruit. On ne construit pas une maison avec des ingénieurs. On construit une maison avec des manœuvres, des porteurs d'eau. Mais les ingénieurs ne conçoivent pas. Non, je vous dis qu'on ne lève pas les murs d'une maison. Ce n'est pas les ingénieurs qui viennent lever les murs d'une maison. Mais il faut repenser. C'est un débat profond dans le RDP. L'arrivée des intellectuels. Il n'y a pas ce débat-là. Ce débat-là, c'est moi qui l'amène. Il existe. Quand je pose ma candidature en 2011, oui. Et j'ai été évincé du RDPC parce que je voulais mener ce débat où les progressistes avaient perdu avec Mila Souté et les autres. Et Massanga Yanding est venu de mon côté, on a essayé, on nous a exclus. Donc, il faut repenser le RDPC. L'arrogance, l'insolence. C'est-à-dire, vous brillez par tout ce qui...
tous les superlatifs Ne repartez plus là. qui sont mauvais. Ne repartez Non, parce que, vous savez, le message de ces élections, comme disait M. Ondo, est assez fort. Tout à fait. Si Paul Biya avait l'habitude de gagner avec un tour de main, maintenant, il va falloir peut-être 2 ou 3 tours pour qu'il gagne. Et il faut qu'on tire les leçons. Et le RDPC est suffisamment miné. Je l'ai dit une fois au conseil de discipline, le RDPC est un parti où il n'y a rien à vendre, où tout s'achète. Pour être communicant du RDPC sur un plateau de télévision, il faut être parrainé par tel. Ah bon? Si vous n'avez pas d'amant au propre comme vous figurez, monsieur, je vous dis, mais regardez bien, c'est-à-dire que, regardez bien les communicants du RDPC. Chaque fois vous recevez des messages, ils font honte. Ils sont beaucoup Ils sans sont trop peu, les Ondondons sont peu. Beaucoup sont sans Et beaucoup ne veulent même plus venir. Mais parce que chacun envoie sur le plateau sa petite copine, son petit frère, son petit cousin. Bonsoir, belle émission. Bonsoir, belle émission. On peut lire un message au moins. On peut lire un message pendant que nous parlons pour 3 ou 4 minutes. Bonsoir, belle émission. C'était un faux débat. Le mandat impératif. Le juriste est vraiment dans la manipulation aussi. Voilà, salut. On voulait la semaine où on est, je sais pas trop, allez-y, 3 buts, je ne comprends pas beaucoup les tournures là. On dit de parler terre à terre. Bonsoir, Roger Zé, ainsi qu'à tout le panel. Nos intellectuels sont opportunistes, manipulables et émotifs. Comment comprendre qu'un soi-disant intellectuel dise à Mondovision qu'il s'en fout qu'un leader de l'opposition ait un programme politique ou pas? Le plus important, c'est que Paul Biya parte. Moi, je pense qu'à un moment donné, ils confondent changement et remplacement. Ceci, c'est depuis Odia. Bonsoir, M. Ndondo. Ne peut dire que le prof Jean Calvin Abba Oyono. Ne peut dire que le prof Jean Calvin Oyono, que le mandat impératif était un faux, pas mandat, mais débat. C'est pas sur quoi Ondondo se base pour le dire. C'est Zobo Jean-Jacques qui envoie ce message-là. Bonsoir. Au-delà des résultats qui seront proclamés, malgré quelques irrégularités, la leçon à retenir est que le peuple a besoin d'une profonde refonte au sein du gouvernement et sa gouvernance, l'arrogance, la condescendance de certains ministres et autres membres du gouvernement ont été l'un des facteurs négatifs du système. Le président, s'il est réélu, et si un temps soit peu qu'il reste et demeure celui qui prend encore les décisions, devrait écouter l'appel du peuple qui souhaite un changement radical, car à l'issue de cette élection, le Cameroun ne sera plus jamais comme avant. Soit nous allons plonger dans l'abîme, soit notre démocratie sortira gagnante de cette rude épreuve. Il parle encore de l'environnement du chef de l'État marqué par la condescendance, l'arrogance. Bonsoir le panel, je suis Ekwala de Yaoundé, nous vivons au Cameroun. Le manque de confiance, c'est normal. Qui connaît, qui fait ce qui peut faire quoi? Il n'y aura jamais. Bon, là-bas, la victoire est visible, le changement est fait. Acceptez-le, s'il vous plaît. Fini l'arrogance et l'excès de zèle au Cameroun. Il dit que l'une des leçons va être la fin de l'arrogance et l'excès de zèle. Une victoire du RDPC sera encore, Franck de Yaoundé. On n'a pas une idée de ce que le Conseil va déclarer, à proclamer. Bonsoir. J'ai envie de dire à mon père du RDPC, depuis que je suis venu au monde, c'est le RDPC qui gagne les élections dans notre cher pays, et nous, la jeunesse, continuons à crier haut et fort le chômage dans ce pays. Nous voulons un changement, c'est tout. Merci pour votre contribution. Monsieur Jean-Jacques, vraiment, prenez souvent la peine de dire à vos invités de laisser la parole à celui de droit avant d'intervenir pour que nous puissions bien nous suivre. On a aussi aimé un Bansoa. Voilà, bonsoir, je suis désolé pour le monsieur de Issa Tiroma, c'est ça argument, il n'y a pas un monsieur de Issa Tiroma sur le plateau. On sait que Issa Tiroma dit qu'on ne parle plus comme ça en son nom. À propos des résultats potentiels Yaoundé 6,
c'est le contraire qui devrait surprendre dès lors que l'on se mobilise pour voter en fonction de ses intérêts. L'intérêt premier ici étant le vote communautaire. Rien de surprenant pour qui connaît la communauté majoritaire de Yaoundé 6, couplée à Tiroma comme cheval de Troie. C'est Zambo de Yaoundé qui nous parle de cette sociologie électorale. Bonsoir. Comment expliquer que le FSNC a eu 55 voix dans le bureau où vote le président? Je ne sais pas, vous avez eu les résultats du bureau? J'entends dire ça, mais bon. Nous sommes en démocratie. C'est la seule fiche qu'on n'a pas vue. C'est la seule fiche qu'on n'a pas vue, hein, dans tous les cas. Nous sommes en démocratie. Et puis ce n'est pas le bureau de sa maison. C'est ça. C'est un bureau de vote. Les gens se sont inscrits. Chacun vient. Voilà, donc c'est même plutôt intéressant sur le plan démocratique. Absolument, Si ça avait été un 100% là-bas, voilà, on allait poser la même question inquiétant. que est-ce que ce n'est pas seulement la famille présidentielle qui votait là-bas. Alors, nous prenons rapidement notre partenaire qui a changé de conditionnement aujourd'hui. C'est plus les petits plastiques avec les jolies poudres dedans. Le niveau est élevé là. Léva Kouma, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Non, le niveau n'est pas élevé. Ici, là, on parle uniquement des personnes là qui sont plus âgées, les personnes du troisième âge, les personnes qui ont dépassé l'âge de 50 ans. À savoir... Donc si on prend la liste des 12 candidats, presque il y a combien qui échappent? On va dire 4. Donc il faut que les autres vous écoutent. Ouais. Donc nous sommes donc là pour présenter le produit le Rhumatox qui concerne les personnes qui ont des problèmes des os, les personnes qui ont des problèmes des douleurs articulaires, les personnes qui ont des problèmes de rhumatisme, qui ont des problèmes d'arthrose et de nerfs sciatiques, les douleurs au niveau de la ceinture rénale, les douleurs au niveau de la colonne vertébrale, les douleurs au niveau des articulations. Le produit Rhumatox vient régler tous ces différents maux parce qu'il renforce le cartilage, il renforce même la masse osseuse, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à supporter la masse corporelle, surtout ces personnes qui sont en surpoids. Et ce n'est pas que les personnes âgées, parce qu'il y a des personnes jeunes, relativement jeunes, mais qui sont parfois en surpoids et qui ont donc ce problème de douleur au niveau des os et n'arrivent pas à se déplacer normalement. D'où nous avons mis le produit, le Rhumatox, et je m'en excuse parce que je suis habitué avec le King Fumic qui règle les problèmes de chlamydia. Mais aujourd'hui, on voudrait plutôt parler du Rhumatox, ce produit-là qui permet désormais de régler tous les problèmes liés à l'arthrose, au nerf sciatique et aux problèmes de rhumatisme. Chère maman, toi qui m'écoutes, toi qui as les difficultés à te déplacer, toi qui as même les difficultés à te tenir droit du fait que tu as mal au niveau de ta colonne vertébrale, tu as mal au niveau de ton dos parce que les os font mal, ou bien tu as mal au niveau des genoux, ou bien que les pieds sont enflés, tu as même les problèmes de l'éléphantasia. Alors le produit Rhumatox vient régler tes problèmes liés à ton rhumatisme, à l'arthrose et au nerf sciatique. À côté de ça, tellement que le King Fumic est collé à ma bouche, que je préférerais parler de ça donc davantage pour libérer le plateau. Ce produit King Fumic 24, la solution qui traite les problèmes liés aux infections sexuellement transmissibles, liées au chlamydia. Vous qui êtes donc victime de chlamydia et vous qui avez les problèmes de conception ou bien de procréation, le produit King Fumic 24, la solution vient régler ces différents maux. Nous avons mis sur pied ce produit pour pouvoir davantage satisfaire ces personnes qui sont victimes de chlamydia et qui ne trouvent pas la solution. Ces couples-là qui ont les difficultés à être appelés papa ou maman parce que la femme a peut-être les problèmes de myome ou des fibromes, ou bien elle a les problèmes de crampe bouchée, le monsieur a peut-être les problèmes d'azospermie ou bien d'oligospermie. Avec le produit King Fumic 24, la solution, vous avez désormais la solution à vos problèmes de conception ou de procréation. Même ces messieurs qui ont les problèmes de troubles érectiles, à savoir les problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise lente, vous avez désormais la solution avec le produit King Fumic 24, la solution. Et à côté, nous avons aussi le produit Open Sex. Ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle. Et ceci, c'est ça, les effets secondaires. Pour ces messieurs-là qui sont souvent frustrés de par la taille de l'appareil génital. Chers parents, le seul conseil que je vais encore vous donner, c'est d'éviter la circoncision précoce à vos enfants parce que c'est l'une des causes principales du petit appareil génital. Alors, très souvent, quand on m'appelle pour demander que l'âge adéquat, c'est quel âge, je dis toujours,
il est préférable de commencer à penser à la circoncision de l'enfant à partir de 5 ans jusqu'à 12 ans, 15 ans, par là, pour que l'appareil génital de l'enfant puisse se développer normalement et naturellement, parce que les veines sont censées accueillir un grand flux sanguin, et c'est ce sang-là qui fait en sorte que l'appareil génital soit en érection. Alors, vous n'avez plus qu'à vous rendre du côté de Yaoundé ou du côté de Douala pour pouvoir bénéficier de différents formats, bien de différents traitements qu'on met à votre disposition. Merci beaucoup, Lema Touma et Plante de Vie, notre partenaire. Merci pour ces produits. Rendez-vous demain. Dès que tu m'invites, je viens. D'accord. Moi, j'aime bien qu'on évoque ces sujets-là. Merci. Je voulais saluer Bena Feu-Dieu de la communication du RDPC. Bonsoir, JZ. Je réagis aux critiques formulées à l'encontre des communicants du RDPC. Les résultats ne sont pas encore tombés et les communicants font simplement leur travail en mettant en avant les forces du parti. Le RDPC a une solide implantation territoriale qui lui donne des chances sérieuses de gagner. Cela est indiscutable, mais la démocratie est incertaine et rien n'est jamais joué d'avance. Il est excessif de dire que les communicants pensaient la victoire acquise partout. Là, vous êtes d'accord avec votre camarade? Oui, tout à fait, c'est ce que je vous disais. C'est pour cela que nous avons évoqué le sommier. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. L'élection, c'est comme la magie. Mais c'est le langage qu'on attendait de vous, mais qui n'a pas été de dire. Non, c'est-à-dire qu'au moment où on défendait notre parti, où on défendait, n'est-ce pas, notre parti, où on défendait les idées de notre parti, nous venons pour gagner, nous ne venons pas pour perdre. Ne vous attendez parce que non, vraiment, comme vous voyez là, nous avons déjà perdu, non. Défendre, mais en étant aucun communicant dit de ce nom, il doit dire ce genre de choses. Défendez mieux. On le met dehors. Parce que vous ne pouvez pas. Un communicant qui blanchit tout. Oui, on le met dehors. Les réalités sur le terrain. Pendant que le président lui-même n'est pas aussi arrogant que là. C'est pas ça. On a une position à défendre. On défend notre position. Point barre. Chacun défend sa position. N'attendez pas ce que nous ne défendions pas notre position. C'est malhonnête de votre part. Voilà. Vous pensez que vous aimez le RDPC plus que le président lui-même? Quelqu'un qui est humble. Alors, le temps qu'on a juste votre micro, c'est Loi Bidou. On a très peu de temps maintenant. Bonsoir le panel. Le RDPC doit juste comprendre qu'il a perdu la confiance du peuple pour ce parti politique qui va disparaître après Paul Biazan. Depuis Nkolda, qui a dit ça? Comment toi tu penses que... voilà. Alors il y a les messages là, les gens veulent le prix des produits de Lema. Comment il est parti? Ouais, comment vous voulez gâter mon émission? Non. Dans le bon sens. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à tes panélistes. Je m'adresse à mon frère, Sa Majesté. Si eux du grand R étaient sages, ils devraient comprendre la leçon depuis le premier jour du vote. Le président lui-même avait déclaré, je cite, je ne suis pas sûr d'être élu. Boris de Berthois. On a parler de l'attitude du président de la République. Vous voulez réagir à cette loi Bidon? Je voulais réagir à la préoccupation d'un téléspectateur qui a dit que le FNC avait eu 55 voix dans le bureau de vote du président. Du président de la République. Je crois qu'il ne faut pas prendre ça comme si c'était quelque chose de mauvais. Moi, je ne filtre pas les électeurs. Je ne filtre pas les électeurs. Je vais vous raconter deux anecdotes. En 2011, le SDF avait obtenu 19 voix à la garde présidentielle. Moi, je supervisais les élections là-bas. 19 voix. À l'intérieur. À l'intérieur de la garde présidentielle. 2018, il y a eu 57 voix pour le parti d'opposition au quartier général. Et en 2004, toujours au bureau du président, je crois que c'est ça qui a amené la libéralisation de ce bureau de vote-là. Le SDF a obtenu 2 voix au bureau, là où le président vote. On a pris 48 heures pour proclamer le résultat du bureau de vote de là-bas. Parce qu'on voulait justement savoir que c'est comment, qui aurait pu faire. On a donc essayé d'enquêter. On s'est rendu compte qu'en fait... Alors, le bureau de vote du président, c'est à l'école publique de Bastos. À l'école publique de Bastos. On s'est donc rendu compte que le président n'était pas pour les scores à la soviétique. C'est sa femme et lui qui avaient voté le SDF.
Ah bon? Non. Jean-Jacques. Bon, Je vous dis, ça fait plaisir. Madame Boutili, qui était président du bureau de vote, avait maigri pendant 48 heures. On cherchait à comprendre Qui a fait ça? mais on s'est rendu compte comme ça, que le président ne voulait pas escorer la soviétique. Il a donné 2 voix au SDF. Oui, On parlait du travail qui a été fait des intellectuels là. Oui. Moi, je voudrais dire que... alors quelqu'un dit bonsoir Jean-Jacques, les vrais intellectuels sont dans les amphis, en train de former la relève. Les intellectuels fabriqués se pavant sur les plateaux de télé en télé, de plateau radio en plateau radio. C'est François Xavier Dobala. Non, il n'a pas raison. Ce n'est pas les intellectuels fabriqués. C'est pas ça. C'est que c'est les intellectuels qui ont laissé les intérêts emporter le bon sens. Ah, d'accord. Mais fondamentalement, pour être professeur, on produit, ils ne deviennent pas professeurs parce qu'ils parlent à la télé. Tout à fait. C'est parce qu'ils ont produit des travaux. Il faut clairement le dire. Et on connaît le processus. Sauf qu'à un moment donné, face à un certain... Il faut être courageux d'être voilà, à la télé. face à un certain nombre d'enjeux, ils sont obligés parfois de faire les courbettes. On les connaît. Face à un certain nombre de frustrations, ils sont obligés aussi d'être totalement hystériques. Et même de l'autre côté, quand j'ai fini de l'autre, moi je voudrais dire que le travail que nous avions fait, moi j'ai passé le temps à dire aux gens que le vote est secret. Et que c'est le législateur qui a prévu ça. Le législateur a prévu que même vous qui êtes candidat, dont la photo est sur le bulletin de vote, au moment de faire le choix, vous allez vous cacher À l'isoloir. à l'isoloir. C'est parce que le législateur connaît le côté incertain du choix politique. Vous pouvez douter de vous-même. Vous pouvez avoir fait un compromis, un deal avec quelqu'un. C'est ça. Et nous avons passé. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de personnes sont allées voter, et même dans les rangs du RDPC. Dans les rangs du RDPC, des gens allaient au meeting. Parce que là, il fallait être là. Tu n'es pas là, c'est le problème. Le seul endroit où tu es exclu de toute menace, C'est là-bas. c'est là-bas. Tu reviens, tu votes. D'autres allaient même plus loin. Quelqu'un m'a expliqué qu'on a demandé qu'ils sortent avec le bulletin. Parmi les bulletins, là, il fallait qu'il manque le bulletin du RDPC. C'est ce qu'il a fait. Il a fouillé dans la poubelle. Il a trouvé un ancien. Il a trouvé un ancien bulletin tranquille. Il a fait l'affaire. Tandis qu'il jette le bulletin du RDPC dans la poubelle. Son candidat, il a voté. Mais il cherche le bulletin du candidat qu'il a voté, qui le met dans le paquet de 11 bulletins, il se l'avait. D'accord. Voilà le jeu. Voilà jusque les gens sont partis. Quelqu'un parlait de russe. Voilà donc. Donc on ne doit pas être sûr, on ne doit pas faire l'arithmétique militante. Non, c'est être... Non. On connaît 4 millions. On cause avec des gens te disent que mon frère, s'il n'est pas en meeting, je suis mort. Vous savez par exemple que à Maroua, quand le président est parti, les écoles étaient fermées, non? Parce qu'il fallait que les gens viennent. Moi, je vous parle des informations claires. Parce que les gens, quand il y avait la foule était également l'UFSC, on a fermé les administrations. Vous restez dans l'administration pendant que le président est dans votre région. Vous avez les problèmes. Vous ne pouvez pas dire ça. Voilà. Moi, je suis du comité technique d'organisation de la visite du président à Maroua. On a vu les notes. Vous êtes parti d'ici. Les notes qui demandaient aux élèves. Il y a des notes qui ont fuité. C'était de fausses notes. Non, c'était pas les fausses notes. On a vu les élèves du J'étais membre du comité technique d'organisation. Nous n'étions pas nombreux. Et je vous dis que c'était les fausses notes. Parce que le président, vous savez à quelle heure il est arrivé. Vous savez que le meeting a eu lieu à quelle heure. Il n'y avait plus l'école. Non, est-ce que ça... Il n'y avait plus l'école. Les élèves ne viennent pas là que le meeting commence. Sorti l'émission. C'est de 16 heures. Et intellectuel, le travail n'est pas fini. On est à l'approche de la proclamation des résultats. Communicants et intellectuels, il y a du travail à faire. Quel devrait être ce travail? Jean-Jacques, le travail, c'est de comprendre que on communique pour un parti, on communique pour éclairer la lanterne de l'opinion publique. On ne vient pas communiquer pour soi-même, on ne vient pas communiquer parce qu'on cherche un positionnement. On vient faire comprendre à l'opinion publique que voici ce que vous devez comprendre. Voici ce qui doit être. Un enseignant n'enseigne pas pour lui. Il enseigne, il transmet des connaissances. Donc l'intellectuel, il transmet des connaissances qui devraient améliorer la compréhension du processus. La compréhension du processus électoral. Parce qu'il ne faut pas venir communiquer parce qu'on veut museler une population, parce qu'on veut déranger l'entendement des personnes.
D'accord. Bonsoir, Monsieur Gouta, le modérateur Georges Axé. Juste, je suis content de ton travail. Merci. Que tu fais depuis des années. Très content de ton riche panel qui garde jamais leur langue dans leur poche. Ils incarnent au thème du jour des intellectuels. Mes salutations à tout le plateau, surtout à Saint-Éloi Bidong. J'ai besoin de son contact. Abel depuis Yaoundé. Voilà. Faut passer par moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant aux communicants et aux intellectuels à l'approche de la proclamation des résultats? Parce qu'il y a une partie importante à gérer maintenant. Il faudrait qu'ils fassent ce qu'on attend d'eux. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils expliquent aux Camerounais qu'une élection d'un président de la République, c'est la plus grande mobilisation qui existe dans un pays. Et une élection a des règles et des institutions qui les incarnent. De ne pas faire ce que, excusez-moi, mais je veux encore le dire, il faut toujours le dire, parce qu'ils ne sont pas cachés, on les voit. Ce que l'ethno-fascisme médiatique est en train de faire. Discréditer les institutions. Vous voulez qu'on soit gouverné par quelle loi? Les lois de la France? Les lois du Congo? Les lois des États-Unis? Non. Nous devons être gouvernés par nos lois et attendre sereinement les résultats. Le Conseil constitutionnel est l'organe suprême en matière. Quand il a statué, c'est en premier et dernier ressort. Ces décisions sont comme des dogmes, a dit quelqu'un. Comme tu avais dit mieux, au nom de l'infaillibilité des membres du Conseil. Donc, l'infaillibilité. L'infaillibilité. Donc, le Conseil constitutionnel va nous proclamer les résultats le 23. Qu'est-ce qu'on attend des communicants, des intellectuels maintenant, 72 heures de la proclamation des résultats? Non, je crois que les communicants, moi, si j'avais un conseil à leur donner, c'est de retenir la langue, d'assainir leur comportement, parce que je vois beaucoup plus sont narquois. Ils se moquent de ce qu'on accuse même de vouloir revendiquer. Au lieu d'apporter la preuve qu'ils ont gagné, ils sont beaucoup plus dans la provocation, avec les stigmates, des petites injures. Je crois qu'on n'en a pas besoin. Et donc moi, je pense qu'on doit, un peu comme M. Thirom a fait, il doit également, dans le parti de M. Dondon, on doit réduire l'équipe de communicants et puis laisser seulement ceux qui ont la parole juste, la parole vraie, l'attitude la plus responsable. Il y a des petits génaux là, mes jeunes frères là qui bavardent partout. Et même, on doit les pourchasser dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas prendre la parole au nom du parti tant que la situation n'est pas clarifiée. Parce qu'ils contribuent à enliser à la fois la haine et la colère des autres. Et puis malheureusement, ça peut chavirer à tout moment. Jacques Léonce. Oui, je crois que c'est maintenant que ça se joue. Parce que lorsqu'on a vu ce qui s'est passé à Tchang, ce qui s'est passé à Douala, Jean-Jacques, c'est maintenant que ça se joue. Et le discours que les communicants doivent tenir, c'est le discours de l'unité. Celui de dire aux gens, oui, vous avez voté, mais là, il est question d'un jeu. On ne peut pas tuer le Cameroun à cause d'un jeu. Une élection, c'est un jeu. Il faut accepter le résultat qui nous sera donné par le Conseil constitutionnel. C'est le discours qu'il faut tenir. Parce que, en même temps, ce que Hubert a dit est très important. Il y a certains journalistes là qui, sur la toile, se prennent pour des porte-parole du RDPC et qui programment les résultats chaque jour. Ça, cette attitude-là, il faut la punir. Et le RDPC applaudit. Et des gens laissent. Je ne sais pas désolidariser. Des gens laissent. Ils ne disent rien. Ils sont même plus encouragés. Ils ont même reçu des enveloppes d'argent pour ça, pour faire ce travail-là. Et comme on les connaît, c'est ça qui est dangereux. Ils ont certainement reçu beaucoup d'argent. C'est ça qui est dangereux. Ils sont au travail. Donc, ils jouent un très mauvais rôle. Et ça, il ne faut pas laisser. C'est maintenant qu'il faut le faire. Parce que lorsque le Conseil va décider, ça va parler dans tous les sens. C'est maintenant qu'il faut ramener tout ce beau monde-là à l'ordre, qui sert de parler au nom du parti. S'ils n'ont pas été formellement mandatés et si les éléments du langage n'ont pas été préparés. Parce qu'on a l'impression que chacun sort de chez lui, et il découvre qu'il est programmé et puis il vient, il tient un discours. Oui, nous qui sommes programmés, nous avons un mandat. Le mandat commence au moment où je monte sur le plateau et finit au moment où je descends. C'est-à-dire qu'on peut te programmer à tout moment et te déployer à tout moment. Alors, nous avons une ligne de conduite bien simple. Nous devons travailler dans la priorisation de la paix, de l'unité nationale et du rassemblement. Ce n'est que ce discours que nous pouvons faire. Alors, je crois que les uns et les autres l'ont dit à la suite d'un volet de Léonce. Il faut
le discours, il faut le discours de l'apaisement parce que nous sommes dans un match de football. Nous sommes comme dans un match de football. Oui, disons que nous sommes comme dans un match de football. Lorsque le match est fini, lorsque l'arbitre a déjà effectivement sifflé la fin du match, nous retrouvons, n'est-ce pas, nos esprits. C'est ça, il y a le fair play. Nos émotions, nous les calmons et puis nous continuons à vivre normalement. Parce que le pays, effectivement, en a besoin. Bidou l'a dit. J'espère, je crois que ça, c'est... Il faudrait que les autres communicants, les autres intellectuels qui nous suivent ce soir, prennent, n'est-ce pas, la même position parce qu'il y va de l'avenir, n'est-ce pas, de notre pays. D'accord. Merci beaucoup, Majesté. Comme Majesté Hubert Léonce Franklin, il était au comité d'organisation du meeting de Maroua. Donc, il a la charge. Je l'ai plus vu de la charge le after. Technique. After, c'est after. Nous, on se retrouve. Je l'ai plus vu, c'est ce qu'il a fait.